bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec vous mon échange avec Maître Sandra Bonnet. Maître Sandra Bonnet qui m'a été recommandée par Inès Gauti, que je remercie, qui est avocate au barreau de Béthune depuis 2017, qui s'est installée à son compte après une très courte collaboration et qui pratique aujourd'hui le droit pénal et le droit de la famille. Alors, j'ai choisi pour illustrer cet épisode la punchline. Je voulais un petit barreau parce que c'était vraiment un souhait d'exercice très ancré chez Sandra que de s'installer dans un petit barreau. J'aurais aussi pu choisir de la punchline où elle dit qu'elle est un chat qui se transforme en lion lorsqu'elle arrive en audience. Et je vous dis ça parce que avec Sandra, nous avons notamment beaucoup parlé de son image sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, où elle a un personnage qui est très girly, très... avec du rose, avec des paillettes. C'est un monde où il y a des licornes, c'est un monde où on aime la mode, c'est cet univers-là. Et nous avons parlé de sa réflexion autour de ce personnage qui lui ressemble, bien évidemment, qu'elle a créé sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, et sa réflexion actuelle par rapport à son exercice et aussi la manière dont elle est perçue par d'autres confrères et comment ça parle, etc. Donc tout ça, c'est une réflexion sur le personal branding. Je vous dis ça parce que, comme vous le savez peut-être, si vous suivez notamment la newsletter, et puis je crois que j'en ai parlé en introduction du dernier podcast, et puis sur LinkedIn, enfin bref, j'en ai parlé. J'ai sorti avec l'entreprise de formation continue pour avocats SideQuest une formation en pure e-learning, 3 heures dédiée sur le sujet du personal branding, de la marque personnelle. Comment est-ce qu'on la cultive et comment est-ce qu'on cultive une marque personnelle qui soit stratégique, c'est-à-dire qui serve ses projets de développement, ses projets de devenir. Donc si vous avez une réflexion autour de votre positionnement, de la manière dont vous avez envie d'être perçu et de comment est-ce que vous pouvez, entre guillemets, manipuler votre image, utiliser votre image de façon stratégique pour atteindre vos objectifs, je vous invite à vous intéresser à cette formation qui se veut très pratique, très pratique, avec beaucoup de réflexion certes, mais qui vous amène à une concrétisation de cette image de marque, de cette marque personnelle que vous pouvez construire. Que vous dire d'autre avant de lancer l'épisode? Je peux vous dire que il n'y aura pas de podcast les 2 prochaines semaines, donc le 23 décembre et le 30 décembre. Il n'y aura pas de diffusion de podcast. Je fais une pause pendant 2 semaines. Je continuerai à diffuser la newsletter par contre. L'occasion aussi de vous dire que si vous n'y êtes pas inscrit, eh bien vous pouvez vous y inscrire. La newsletter, c'est le canal par lequel je communique de façon plus privilégiée avec les personnes qui suivent mon travail. Dimanche dernier, par exemple, j'ai diffusé la newsletter dans laquelle je reviens sur les raisons de mon choix d'arrêter de faire des podcasts de reconversion professionnelle. J'ai reçu vraiment de nombreux messages suite à cette lettre de personnes qui rebondissent là-dessus et qui surtout m'ont dit beaucoup apprécier ces formats où je partage sur mes décisions plus entrepreneuriales, ce que je décide de commencer, pourquoi, comment, avec qui, ce que je décide d'arrêter, pourquoi, comment et vers quoi est-ce que je redirige mon énergie. Voilà, tout ça, j'entends des lecteurs en tout cas qui sont friands des backstage de ce qui se passe dans les coulisses de Fleur d'Avocat et d'une réflexion plus d'entrepreneur, entre guillemets. Donc ça, je le partage via la newsletter. Donc vous pouvez nous rejoindre. Il y a plus de 1500 inscrits sur cette newsletter. Et j'ai de nombreux échanges avec les lecteurs. Donc j'aurai aussi des échanges avec vous. Le podcast reprendra le 6 janvier avec l'interview d'un avocat luxembourgeois. Et puis ensuite, le 13 janvier, ce sera une avocate à Paris, mais aussi en Belgique.
une avocate lobbyiste d'ailleurs, et je crois que nous n'en avons jamais eu, en tout cas des avocats lobbyistes avec ce statut particulier qu'il est possible d'avoir en Belgique. Donc voilà, je vous donne pas le reste de la programmation, mais en tout cas c'est ce qui viendra à l'arrivée à la rentrée de janvier. D'ici là, eh bien écoutez, c'est aussi peut-être l'occasion pour vous de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast notamment. C'est vraiment la meilleure manière de m'aider à diffuser ce podcast auprès de tous ceux qu'il pourrait enrichir et inspirer et accompagner dans leur exercice, tout comme il vous enrichit, vous accompagne et vous inspire, j'imagine. Merci d'ailleurs à Laura Pinouche, Honour Droit, Fran TRO et Candice LFV pour leurs messages qui ont été laissés au mois de novembre. Vraiment, je vous remercie. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis donc rendez-vous au 6 janvier. Bonjour Sandra Bonnet. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Alors Sandra, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Je dirais que c'est une question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce que je ne sais pas. Je pense que c'est apparu d'un coup. Je me souviens à l'école, sur la fiche de présentation à la rentrée, on nous demande toujours à chaque fois le métier qu'on veut faire plus tard et je devais avoir 11 ans. J'ai écrit avocat en droit pénal. Je ne sais pas vraiment pourquoi, puisque mes parents sont pas du tout issus du monde juridique. Alors mon père a toujours été très intéressé par les histoires criminelles. Voilà, j'étais un petit peu bercée par ça, par le garde des Sceaux aussi. Mon père est, oui, j'avoue, un fan un petit peu de notre confrère Dupond-Moretti, et peut-être pour ça. Mais vraiment, initialement, je ne sais pas. Ok. Peut-être que c'est inné, je ne sais pas, mais ça m'a pas attirée pour X raisons. Voilà, quand j'y réfléchis, je sais pas vraiment. Et donc, quand tu fais ton lycée, tout ça, c'est assez évident pour toi qu'après tu vas faire une fac de droit? Ah oui, ouais. Après, le but c'était de faire mes études en droit. J'ai pas forcément choisi des matières. C'est vrai qu'au collège, on nous disait faut prendre du latin si tu veux faire du droit. Non, j'ai axé vraiment selon ce que j'avais envie et ce que je fais encore maintenant. Ouais. Mais le but était effectivement d'intégrer une fac de droit. Ok. Et donc, tu passes le bac et Oui. tu rentres à la fac. C'est ça. Où est-ce que tu as fait ta fac? Alors, j'ai fait ma première année à Dunkerque, puisque je suis issue de là-bas. Seulement une seule année. Le max, c'est 2 ans de toute façon à Dunkerque. Après, il faut bouger, mais j'ai voulu bouger dès ma 2e année. J'avais des copines qui étaient sur l'île, donc ensuite j'ai continué à Lille 2. Je t'ai dit, je vais quand même pas rester à Dunkerque alors que mes copines sont à Lille. Puis, comme j'ai eu mon bac à 17 ans, mes parents étaient assez réticents de me laisser partir sur l'île avec un appartement, voilà, avant que je sois majeure. Ouais. Donc, j'ai fait une première année tranquillement à Dunkerque, loin des grandes facs, etc., avant effectivement de venir sur l'île. Ouais. Et comment ça s'est passé, l'entrée en fac? La première année, je dirais, je pense que j'aurais dû prendre une année de césure. Ah ouais? J'étais jeune. Je pense que je me suis un petit peu laissée aller. On est libre, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'y aller forcément. J'ai pas eu mon premier semestre, je dois le dire. Donc j'ai dû charbonner pour le 2e et puis compenser. Et quand après je suis arrivée à Lille, j'ai doublé ma 2e année. Nouvelle ville, sans les parents, appartement. Alors là, c'était l'hécatombe. J'ai doublé, j'avais caché à mes parents en plus. C'est vrai? Que j'avais pas eu mon c'est premier. Quoi cette histoire? Donc t'as caché à tes parents que t'avais pas eu ton semestre? Mon semestre, je me suis dit, ça va aller, je vais avoir le 2e, ça va compenser comme la première année. Et non, ça a loupé. J'ai pas eu ma 2e année. Et c'était vraiment la fête, l'autonomie, la difficulté de... Comment t'expliques cette 2e année difficile? Même pas la fête, hein, parce que je suis pas fêtarde dans le fond. J'ai très peu écumé les bars lillois, alors que c'est réputé Lille être une ville étudiante. Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être mon petit ami de l'époque, il n'est pas à l'école. Je pense que je l'ai suivi, hein, clairement. Je m'investissais pas, et oui, la liberté de plus être avec papa et maman, et j'ai loupé. Et donc attends, tu loupes ton premier semestre de 2e année et ça le fait pas au 2e semestre, donc là il a fallu leur dire en fait j'ai pas eu mon année. C'était horrible. Je me souviens, je suis entrée dans le bureau de mon père. J'ai dit voilà, j'ai pas mon année. Je crois que j'ai pleuré. Mes parents
Ils voulaient me faire revenir sur Dunkerque pour ma 2e année. J'ai dû les supplier de me laisser à Lille. Non, ça a été une très mauvaise surprise pour eux. Puis surtout que j'étais une bonne élève jusque la fac. Et non, ça a été un petit peu rude et une perte de confiance quand même de mes parents. Voilà, je leur avais menti et j'avais confiance en moi sur le 2e semestre. Un peu trop confiance en moi, mais non, ça a loupé. Mais ça arrive. Ça arrive carrément. C'est pour ça qu'on en parle, parce que ça arrive et après on se relève. Et tu enchaînes deuxième année, toujours à Lille donc? Toujours à Lille, ta deuxième année? Finalement, mes parents m'ont quand même fait confiance quand je leur ai dit que ça irait, que je me reprendrais, etc. Donc, je suis restée à Lille 2 toujours, où j'ai fini en fait toute ma scolarité intégrale, jusqu'au master 2, l'école, etc. d'avocat. Et donc, tu te projetais toujours au fur et à mesure comme avocate pénaliste, ça n'a jamais dévié? Non, toujours, sauf cette peut-être une petite aparté justement sur mon année où je me suis plantée, clairement. Je voulais un truc plus artistique, mais je pense que c'était une mauvaise façade. Mais oui, après, l'objectif a toujours été d'être avocat en droit pénal, si possible. T'as eu ce moment où tu t'es dit, mais si je faisais pas une fac de théâtre ou un truc comme ça, ou c'était... Non, le pire, je voulais être maquilleuse professionnelle. Mes parents, c'était hors de question. Tu feras ce que tu veux après quand tu auras un diplôme, entre guillemets. Un diplôme qu'on aime bien. Voilà, un diplôme comme on peut imaginer, qui permettrait d'avoir un, entre guillemets, vrai métier. Mes parents, c'était, pas concevable que je fasse un truc plus libre, mais oui, j'étais tombée dans les pinceaux. Et je sais pas, je voulais, c'est ça aussi qui m'a peut-être fait redoubler, où j'ai arrêté un petit peu les cours. Voilà, c'est une passade, et c'est pour ça que je pense que j'aurais eu besoin peut-être d'une année de césure, soit après le bac, soit entre les 2 années. Je pense que j'étais encore jeune. Le fait d'avoir eu mon bac à 17 ans, etc. Peut-être que, voilà. Ouais. Et donc, droit pénal, donc matière de droit pénal, tout ça, sans trop de doute, quoi. Oui, toujours les choix de matière en pénal. T'as fait des stages? Pas spécialement. J'en ai fait sur le stage collège, etc. Et après, pendant les grandes vacances notamment, je travaillais plutôt en supermarché, etc. Pour me faire de l'argent, clairement, vu que les études de droit, c'est bien, mais c'est long. Ouais. Et c'est dur aussi des fois d'être sans revenu, de voir certaines personnes qui commencent à travailler, pas nous. Donc, et après, non, j'ai attendu le master 2. J'ai pas forcément charbonné en stage, etc. Ouais. Et ça t'a pesé ça au moment de devenir avocate, de pas avoir fait beaucoup de stages? Je pense pas. Je pense réellement le stage final est important et la collab. J'ai pas l'impression d'avoir été pénalisée. J'ai pu voir plein de choses durant les stages que j'ai fait après partir du master 2. Ok, donc rassurez-vous. Voilà, non, vraiment, à tous ceux. si les étudiants n'en font pas forcément, c'est pas un frein même aux entrées. Alors je sais que maintenant c'est en master 1 les sélections, mais moi en master 2 visiblement ça m'a pas pénalisé en tout cas. Et donc tu dis t'en as pas fait à partir du master 2, et en master 2 t'as fait donc ton premier stage? Oui. C'était à Lille? Non, à Dunkerque. À Dunkerque. Puisque je suis issue de là-bas. Ouais. Dunkerque, à la base je voulais intégrer ce barreau-là. Étant à côté, ayant grandi là-bas, connaissant la population, etc. J'avais mes marques forcément. Ouais. Donc là-bas, mes premiers stages. Ouais. Et tu dis tu voulais commencer à exercer là-bas, et finalement tu es au barreau de Béthune, donc il s'est passé un truc entre les deux. Ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait ce changement, le fait que tu te sois installée à Béthune finalement plutôt que finalement sur Dunkerque, mes départements natals. J'ai en fait réalisé mes stages finaux, donc PPI et cabinet à Paris. Ouais. Donc, j'ai découvert les cabinets qui peuvent être horribles, on va pas se cacher. Ah non, mais attends, on en parle. Donc tu fais ton stage de master 2 sur Dunkerque. Ouais. En droit pénal? Généraliste, mais j'ai eu la chance en un mois, par exemple, de voir 2 sessions d'assises avec mon maître de stage. Ouais, donc trop bien. Ouais. Et ça se passe bien? Oui, super. Franchement, je me dis, un petit barreau, c'est fait pour moi. Ouais. Et là, tu rentres à l'école des avocats. Oui. Et tu décides de partir à Paris pour tes stages. Oui. Pourquoi? Le cœur. L'amour. T'as rencontré un mec qui était à Paris? Mon ex était à l'école à Lille, son alternance là-bas, il a trouvé son premier poste.
ça fait longtemps, hein, ça fait, je crois, 3 ans et demi. Donc, Ouais. être à distance, pas facile. Donc, je me sacrifie, même si moi, mon but, c'est d'être sur un petit barreau. Ouais. J'y vais. Ça se passe mal. Je reviens. Et donc, tu arrives à Paris. C'était dans des grosses entreprises? C'était dans quel genre de structure ton PPI et ton stage J'ai le droit de final? citer. Ben, t'as le droit de citer. Tu fais on en parlera avec délicatesse, mais tu as le droit de citer. Oui, alors mon stage PPI, j'ai aucun tabou, ça s'est très bien passé. C'était chez Ouais. Dalloz, mais formation. Ok. Donc, vu que certains ne savent pas, Dalloz offre des formations, prépa, CRFPA, pour Ouais. nous, avocats continu. Donc, j'ai bossé là-bas, mais sur, du coup, le CRFPA, donc avec des étudiants, etc. De ce côté-là. Et après, j'ai fait mon stage final dans un cabinet spécialisé en violence conjugale. Un cabinet spécialisé en violence conjugale où toi-même tu t'es sentie violente, c'est ça que je dois comprendre? Exactement. Je ne citerai pas, mais il est connu. Ouais. Ils se sont séparés. Tu l'avais trouvé comment ce stage? Je pense que ça devait être des annonces Facebook. Je suis pas sûre que j'étais fort sur LinkedIn. D'ailleurs, je ne suis toujours pas vraiment. Mais je pense, oui, des annonces. J'ai postulé à beaucoup de choses, hein, sur Paris. J'ai beaucoup d'étudiants des fois qui me disent on me répond pas, je panique. Oui, faut s'acharner, hein, c'est tout. C'est Paris, on répond pas forcément, on n'a pas le temps, hein, clairement. Mais je pense, ouais, c'était simplement une annonce comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour un entretien et finalement d'être prise. Après, au-delà du fait que j'en garde un mauvais souvenir. Pas le droit de le dire. Voilà, un mauvais souvenir. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux collaboratrices qui m'écouteront peut-être. Et qui t'ont prise sous leur aile. De toute façon, il n'y a qu'elles qui formaient. Ouais. Voilà, les associés étaient là sans être là. Ouais. Et tu à la fin de ce stage final, tu te dis ok non en fait Vini Vidi, je n'ai pas Vinci, mais Eh bien, mais Vini Vidi et en fait le Nord c'est bien, le petit barreau c'est bien. Le pire c'est que j'ai fait 2 mois de plus pendant l'été, donc j'ai fait 8 mois. Ah ouais. Je suis restée en job, enfin juriste, En clairement, juriste, ouais. voilà. J'avais demandé si il y avait une place de collaboratrice. Ah donc t'étais prête à rester? Quand même, j'étais quand même prête à rester. Et pourquoi? Je pense pour rester avec mon ex, parce que ben voilà, je pense que c'était la facilité. J'ai fait mon stage final, je connais le fonctionnement du cabinet. J'avais peut-être pas envie de chercher, clairement. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai réalisé que c'était pas possible. Ma place n'était pas là. Je voulais un petit barreau. Je voulais autre chose, quitte à sacrifier eh bien mon couple, ce qui a été le cas finalement. Ouais. Donc t'as quitté ton mec pour rentrer. Je suis rentrée. Ouais. Ça a tenu 1 an et demi, mais quand on se voit une fois par mois, c'est un peu compliqué. Les projets, comment on fait entre Paris, Arras, ou voilà. Ouais. Donc j'ai sacrifié. Je me suis choisie. Ouais. C'est intéressant de parler de cette articulation aussi, mine de rien. Ça rentre dans l'équation, hein, la vie de famille, la vie de couple, la vie perso, quoi. D'accord. Donc, quand même, tu avais eu cette tentation de rester dans ce cabinet alors que ça se passait pas bien parce que rester à Paris pour être avec ton ex et quand même, et puis quitte à connaître ce cabinet et tout, pourquoi pas. Et puis finalement, il y a eu un déclic, un truc où tu t'es dit non mais en fait ça va pas le faire, il faut vraiment que je rentre dans un petit barreau. Je pense que je le savais déjà. Enfin, ça allait mal avec les autres collaboratrices. Je ne voulais pas être comme ça. Et ce n'était pas moi. C'est pas dans mon caractère. Ça veut dire quoi, je voulais pas être comme ça? Ne pas développer, ou devoir recevoir après 20 heures et devoir vivre pour les associés qui n'ont aucune reconnaissance. Non, c'était pas moi. Je pense que je voulais mon bébé, mon cabinet, pouvoir développer quelque chose d'humain, profondément humain. Ouais. Ce qui n'était pas le cas alors qu'on défend des violences, des femmes victimes de violences conjugales. Et quand on me dit, faites un prêt auprès de votre famille ou à la consommation si vous voulez payer mes honoraires, c'est pas humain de refuser l'aide juridictionnelle quand on veut se faire paraître pour un cabinet défenseur des femmes. Ouais. Voilà, je pouvais pas. Même pour moi, pour mes convictions, c'était pas possible finalement de rester. Tu dis, je voulais développer mon bébé.
Donc, c'était très clair pour toi que très vite, après ta prestation de serment, tu voulais avoir ta clientèle, vraiment développer ton cabinet, quoi. Je pense que, enfin, mes parents ont une entreprise depuis leurs 22 ans, Ouais. ensemble. Donc, eux, ils ont tout bâti ensemble, mes parents, et je pense que j'ai peut-être été habituée à l'entrepreneuriat, à développer ces choses, à travailler pour soi, à n'avoir, entre guillemets, personne au-dessus. Voilà, non pas que je suis irrévérencieuse ou que je n'aime pas l'autorité, mais j'avais besoin d'une chose à moi. Et oui, j'ai prêté serment le 22, j'ai commencé le 24 novembre. Je crois que le 26 novembre, j'étais en garde à vue pour un dossier perso. Mon but était clairement de ne pas, voilà, d'avoir ma clientèle personnelle et de développer. Alors, je n'avais pas du tout, je suis très instinctive. Je fais pas de business plan, rien du tout. Voilà, ce qui arrivait est arrivé, mais oui, le but c'était d'avoir mon cabinet. Donc, j'avais pas vraiment d'échéance, mais je savais que je ne resterais pas des années et des années en collaboration. Donc, tu as quand même cherché une collaboration pour tes débuts que Oui. tu as trouvé facilement? Honnêtement, j'ai pas l'impression que c'était difficile. Je pense déjà les petits barreaux, les personnes ne sont pas forcément attirées, ce qui est dommage parce que franchement c'est chouette. Mais voilà, l'ambiance familiale, d'avoir accès à ces juges, de pouvoir leur parler. On se tutoie tous entre confrères, on s'entend, limite on se connaît. Enfin, on peut passer des soirées très agréables ensemble. On peut se faire des amis pour la vie aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidatures. Ouais. J'ai candidaté une fois à Dunkerque dans un cabinet et à Béthune. Et en fait, j'y suis allée à l'instinct, au feeling, même si Béthune, inconnue pour moi. La ville, je la connaissais pas, je connaissais personne. C'était, je débarquais clairement. J'allais te demander, alors pour situer un petit peu nos auditeurs, Béthune, est-ce que c'est loin de Dunkerque? Tu vois, pourquoi tu avais candidaté à Béthune? Tu dis que tu connaissais pas du tout cette ville, que tu vois qu'il n'y avait pas d'attache particulière et tout. Donc, pareil, est-ce que c'est juste parce qu'il y a pas, t'avais vu une offre à Béthune et donc t'avais envoyé une candidature quand bien même, tu connaissais pas trop, ou est-ce que, enfin voilà, je suis assez curieuse en fait. Qu'est-ce qui fait parce que je me projette, enfin je veux dire, moi aussi je viens d'une petite ville de province parce que je viens de Poitiers. Et c'est vrai que j'ai jamais cherché du travail dans ma région, mais en fait, c'est vrai que je connais pas non plus enfin, tu vois, je sais pas dans quelle mesure est-ce que j'aurais envoyé un CV à Angoulême ou, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis assez curieuse de toi, si tu peux nous situer aussi, tu vois, Béthune par rapport à Dunkerque, comment tu voyais tout ça dans ta région, où est-ce que tu cherchais, enfin, tout ça. Alors vraiment, Béthune, oui, moi c'était inconnu. Je crois que j'ai vu une annonce pareille, soit via l'école, Facebook, peu importe. Je pense que l'école en diffuse pas mal lorsque l'on va prêter serment. Béthune, c'est à 1h15 à peu près de Dunkerque. En gros, 45 minutes à compter de ma petite ville, j'ai envie de dire village natal. Ouais. Honnêtement, je sais que certains regardent, est-ce que là je pourrais développer par rapport au nombre d'habitants, etc. Mais moi vraiment, je réfléchis pas. Je vois quelque chose, j'y vais. Je pense que initialement j'étais partie pour Dunkerque et je me suis dit allons-y, candidatons ailleurs, qui ne tente rien à rien, c'est pour voir. J'ai un entretien, allons-y. Je pense que même moi j'y croyais pas, je pensais pas me terrer dans cette vie qui m'était inconnue. Donc vraiment, je ne sais pas, j'ai vu l'offre, j'y vais. C'est cabinet à taille humaine, droit de la famille, droit pénal, généraliste. Voilà, j'y suis allée. Je pense que c'est un cabinet qui était fait pour moi, en fait. Ouais. C'est peut-être le destin. Ça correspondait à la pratique que tu voulais développer toi-même. C'est ça. Et donc, tu débarques, tu commences ta vie professionnelle dans une ville que tu connais pas, dans ta région certes, mais dans une ville que tu connais pas. J'imagine que là-bas, t'as pas de potes. T'as pas vraiment de réseau non plus. Donc, ça se passe comment? Franchement, des fois, j'y pense. Je me suis dit, c'était peut-être une folie, mais une belle folie. La folie la plus douce que j'ai pu faire de débarquer là-bas. J'avais pas encore prêté serment, donc j'ai fini, septembre jusque novembre, là-bas, où j'ai pu me faire à la juridiction, aux usages qui sont différents, bien évidemment, de Paris. Même en termes procédural, hein. Moi, je découvre qu'il existe, c'est un peu bête, mais des divorces amiales. Moi, je faisais que du contentieux, enfin vraiment très conflictuel. Forcément, violence intrafamiliale, on est forcément sur des divorces qui ne trouvent pas d'issue et où c'est cristallisé, où les avocats, de toute façon, cherchent pas forcément d'accord.
Et on peut en trouver quand ça peut être difficile. Donc, je découvre ça, je découvre plein de choses procédurales qui n'existent pas forcément à Paris, surtout que je n'étais qu'une fois en 8 mois en audience. Faut le savoir aussi sur mon stage final et une poste de juriste. Donc, je découvre plein de choses dans ce nouveau barreau. Effectivement, j'ai pas de potes, mais le fonctionnement un peu familial, on est actuellement 120, je crois, fait que j'ai été très vite intégrée. Je ne sais pas comment, alors peut-être je suis sociable, il y a ça aussi, ça joue aussi quand on s'intègre facilement, mais j'ai aussi des gens qui m'ont permis justement de me sentir bien, d'être intégrée. Mes boss à l'époque, m'ont expliqué, leur porte était toujours ouverte, donc j'ai eu aucune crainte vraiment. Et j'ai continué d'habiter, oui, chez mes parents pendant 2 ans. C'était quelques mois, ça a fini en 2 ans quand même. Attends, mais du coup, tu faisais les allers-retours depuis Dunkerque ? C'est avant Dunkerque, donc c'est un peu moins loin, mais 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, 1h30, quand même. Ok, donc tu pouvais quand même vivre à Dunkerque et travailler à Béthune. Et en fait, effectivement, du coup, t'as été bien accueilli par le barreau sur place, mais c'est pas comme quand vraiment tu t'installes, tu vois, genre vraiment tu cherches un appartement, une maison, et où là, ben en fait, globalement, t'es installé quoi. Donc si tu veux avoir une vie sociale en dehors du travail, qui soit pas juste avec des collègues ou tes confrères, même si on peut devenir très proche de ses collègues et de ses confrères, bien évidemment, bah j'imagine que tu avais encore des attaches aussi à Dunkerque et que pour tout ça. Et donc, tu dis que tu as mis 2 ans avant de partir de chez tes parents et de t'installer. Donc, du coup, tu étais encore collaboratrice quand tu t'es vraiment installée ou... Personnellement à Béthune ? Ouais. Non, j'avais déjà mon cabinet. T'as déjà ton cabinet. Donc, au bout de combien de temps de collaboration tu lâches l'affaire de la collab et tu t'installes ? Je vais pas mentir, c'est elles qui m'ont lâché. C'est elles qui t'ont lâché ? Elles m'ont viré. Sachant, alors, pour les auditeurs qui le savent pas, en collab, on peut être viré sans aucune raison. Hein. Voilà, ça c'est pas, on s'entendait bien. Après, j'ai beaucoup développé, j'ai un peu lâché leur cabinet. Il y a eu certaines choses qui ont fait aussi que j'ai lâché. Hein. Voilà, mais on s'entend très bien. Voilà, pas de difficulté. Donc, à un moment, elles m'ont convoqué. Tu peux descendre, s'il te plaît. Et voilà, elles m'ont présenté la lettre. C'est un peu violent, quand même. Tu t'y attendais ? Un petit peu. Je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est toujours désagréable de se faire virer. Hein, clairement, c'est pas pareil qu'une démission. Donc, ça a quand même été un coup rude. Mais c'était pour une plus belle aventure. Il était hors de question pour moi de reprendre une collaboration, surtout qu'il m'était indiqué tu as trop de dossiers, donc tu bosses pas assez pour le cabinet. Ça aurait été la même chose pour un autre boss, donc même si ça fait peur, faut y aller. T'avais senti justement que peut-être, tu t'étais dit, mais là j'ai quand même beaucoup de clientèle personnelle par rapport au cabinet. C'est difficile à concilier. Est-ce que c'était une remarque que tu t'étais faite à toi-même ou est-ce que tu étais un peu en mode après tout la collab c'est aussi fait pour ça. Enfin tu vois, c'était quoi ta propre vision de cette répartition de charge de travail et de disponibilité ? Clairement, à un moment, oui, j'ai lâché leur côté pour des raisons, certaines réflexions, etc. que je n'avais pas acceptées. Plutôt que d'en discuter, je me suis fermée comme une huître et j'ai mis un peu de côté leur dossier. Hein, ça, je le sais. Donc, quelque part, je m'y attendais et j'étais peut-être pas prête à moi-même à tout de suite, à moins d'1 an, déposer sa démission et s'installer. C'est pas facile. Peut-être qu'il fallait ce coup de pied aux fesses, finalement, de leur part pour que je sorte, quoi, pour que je fasse autre chose. Donc, sur cette question, mais en soi, l'équilibre, sinon, on a déjà eu une discussion avant que j'ai cette lettre, hein, où on a quand même un peu exposé ce qui allait pas, plus elle que moi. Mais, donc, je m'y attendais. Après, j'ai retrouvé l'équilibre. Je pense que c'est une question d'organisation et aussi à quel point on veut développer. Est-ce qu'on envisage une association avec ses boss, auquel cas on s'investit plus pour... Enfin, il y a tellement de champs, de possibilités. Tu trouves... Enfin, si tu te comparais avec d'autres personnes, parce que tu sais, je pense que les usages sont aussi assez différents, Paris, province, petit barreau, moyen barreau, etc. Donc, c'est pour ça que je te pose ces questions. Est-ce que, par rapport à tes collègues et confrères tout jeunes au barreau de Béthune, ou même que tu pouvais connaître dans d'autres barreaux, mais est-ce que tu avais l'impression que tu avais un développement particulièrement accentué ? Est-ce que vous étiez tous un peu dans cette dynamique de quand même pas mal développer et avoir rapidement une clientèle personnelle, tu vois ? Comment est-ce que tu as l'impression que tu te situais par rapport à ce développement
de clientèle personnelle? Comme tu l'as évoqué, je pense effectivement ça dépend de la taille du barreau. Ouais. À Paris, c'est beaucoup plus difficile de développer que moi. J'estime que c'est un petit barreau et en même temps on est une super juridiction, c'est-à-dire qu'on est en dehors des règles, enfin voilà, et on est très étendu géographiquement. On a un pôle criminel qui est quand même assez important pour cette juridiction et ce qui fait qu'il y a de la place pour développer. J'ai l'impression qu'on développe un peu tous pas mal quand même quand on est jeune avocat dans ce barreau. Dunkerque, je pense que ça développe pas mal, mais voilà, vraiment, ça dépend aussi de notre personnalité. Certains vont vraiment s'investir dans le cabinet pour lequel ils sont collaborateurs parce que peut-être qu'ils envisagent plus. Je pense que ça dépend des personnes aussi, de la personnalité. Si on a cette fibre de vouloir avoir son truc, on peut être plus sur la réserve, ça fait peur de se lancer. Et je pense que ça peut jouer aussi sur comment on va développer. Non, mais voilà. Moi, c'est pour ça que je suis curieuse de savoir comment toi, tu as l'impression que tu te situais par rapport à tes autres confrères et peut-être amis aussi jeunes avocats dans ce barreau ou dans les petits barreaux des alentours. Parce que effectivement, ça dépend tellement de la personnalité que c'est pour ça que je suis curieuse d'avoir ton ressenti comparatif, tu vois, avec des personnes un peu d'expérience égale, quoi. Par exemple, à Lille, j'ai une amie, je sais qu'elle développe beaucoup moins un gros cabinet pénaliste. Elle a forcément beaucoup moins de temps pour elle, pour ses dossiers, parce qu'elle s'investit vraiment beaucoup aussi pour sa bosse et on a la même année de barre. Ouais. Voilà, tout à l'heure, je parlais avec un confrère qui est bientôt à la retraite l'an prochain. Il disait, mais t'as beaucoup développé. Je lui dis, bah, ça fait déjà 3 ans. Alors moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, donc c'est logique. Et il me disait, bah non, c'est quand même important. Donc voilà, je sais pas où se situe vraiment la norme, entre guillemets. Voilà, moi, je suis extrêmement contente de ce que j'ai fait, mais j'ai pas l'impression que je sois plus, j'ai l'impression que c'est accessible à tous dès qu'on s'en donne les moyens finalement. Ouais. Et donc, parlons-en. Donc, au bout de 6 mois, tu es limogée par ce... 9, je crois. 9 mois 13 moins 3, 10. Une petite année. Un peu donc, moins 10 mois, tu es limogée par ce cabinet. 3 mois de préavis. Compliqué. Ouais. Préavis. C'est long, les préavis. Enfin, on a l'impression que c'est court parce qu'on se dit, oh là là, du coup, il faut que j'ai une nouvelle solution pour dans 3 mois et tout. Mais en fait, c'est long. C'est quand même long parce qu'on a envie de partir, d'avoir son truc. Faut bosser encore pour des boss qui vous ont quand même viré. Ça laisse un petit ressenti, un sentiment, enfin, un petit truc, quoi, qui fait un peu mal, même si on s'entend bien. Ça peut être dur. Parce qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut toujours bosser, être motivé alors qu'on s'est fait virer, quoi. Clairement. Et puis que t'as la tête ailleurs, comme tu dis, c'est dans tes nouveaux projets. Dans les projets, c'est ça, exactement. Et donc, toi, c'est sûr, quand la rupture est actée, tu te dis, il est hors de question que je trouve une nouvelle collaboration. La prochaine étape, c'est vraiment, je monte mon cabinet, je crée mon bébé. Ça t'a fait peur ou tu te sentais prête? Comment tu te sentais à ce moment-là? Effectivement, j'ai pas réfléchi une seule seconde sur une autre possibilité que de m'installer. Et oui, ça fait peur. Tu l'as dit, c'est court et long en même temps, mais c'est extrêmement court. Il faut trouver des locaux, trouver le bon endroit, se dire qu'on sera acculé par beaucoup de charges. Comment va-t-on faire? Est-ce que j'aurai encore assez de dossiers en dehors des permanences pénales? Comment je vais faire pour vivre, et ne pas m'ennuyer? Est-ce que je serai pas dans mon cabinet? Attendre que le temps passe. Ouais. Franchement, si, ça fait peur. Tu te souviens du chiffre d'affaires que tu faisais à ce moment-là en perso? J'ai jamais calculé pendant ma collab. J'ai mon chiffre en tête de chiffre d'affaires, mais la part, faudrait que je la calcule, ce qui est pas difficile. Si j'enlève ma rétro, je vais faire, je doublais ma rétro finalement avec mon perso. Ouais. Ce qui est pas encore dingue pour pouvoir s'installer. Enfin, j'avais le double de ce que je percevais, mais il fallait y aller. J'avais pas d'autres idées en tête de toute façon. Et t'avais une idée de justement la part des charges qui allaient être les tiennes en ouvrant ton cabinet. Enfin, tu vois, est-ce que t'avais un peu des éléments comme ça pour Enfin, tu vois, tu dis, j'ai jamais fait de business plan, j'y suis allée un peu à l'instinct et tout. T'avais cette conscience qu'il y allait quand même y avoir pas mal de charges, etc. Mais est-ce que t'avais un peu une idée de ce que ça allait représenter et de combien t'allais avoir grosso modo besoin pour faire tourner ton cabinet ou pas du tout? Tu es vraiment allé en mode, on verra comment on verra l'URSSAF. Sur les charges, entre guillemets, petites charges, tout ce qui est le loyer, Internet, j'avais un petit peu calculé, savoir combien je devais rentrer, etc. Ouais. Tout ce qui est URSSAF et tout. Pourtant, j'ai un comptable depuis le début. Non, franchement, c'était très instinctif. Advienne que pourra. Ouais.
Donc, tu t'installes. Tes premiers dossiers, avant même que tu t'installes, ils venaient d'où? La permanence pénale. Permanence pénale. Ouais. Surtout partout, je pense, en droit pénal, c'est la première matière, même quand on n'est pas forcément aguerri ou adepte du droit pénal, c'est clairement le plus facile pour développer, puisqu'il y a justement ce fonctionnement des permanences pénales, où on est sur le front 24 heures sur 24 lorsque c'est notre tour. Et ça permet effectivement d'avoir pas mal de dossiers et de développer le reste à côté qui gravitent, les divorces, les enfants, etc. Alors, raconte-moi comment ça se passe à Béthune, les permanences pénales, parce que c'est très propre à chaque barreau, le fonctionnement des permanences pénales. Donc, toi, voilà, comment ça se passe dans ton barreau? Alors, nous, c'est presque une permanence intégrale pendant 7 jours, du vendredi 17h au vendredi suivant 20h. C'est pour permettre la passation. Et nous, on a tout. Donc, garde à vue, comparution immédiate, déferment, instruction, même les déferments des mineurs. En fait, ce qui sort, c'est tout ce qui est CRPC, hospitalisation sous contrainte. Donc, voilà, on va aussi en détention, commission de discipline, etc. Donc, vraiment intégral, H24. Et on est 6 par semaine. 6 par semaine. Géré par un coordinateur. Et tu dis que c'est un barreau de 120 avocats. 120 avocats. Et donc, vous êtes tous contraints à la permanence pénale. Est-ce qu'il y en a qui s'en dessaisissent parce que c'est pas leur matière? Tu vois, j'ai interviewé une avocate qui est au barreau de Sens, où ils sont 35. Et elle s'en dessaisit au maximum parce que c'est une affairiste pure. Elle n'a qu'une formation purement affairiste. Elle n'a pas particulièrement l'intention de développer le pénal et le droit des personnes en général. Et donc, tu vois, elle essaye vraiment de s'en défaire. Est-ce que c'est une possibilité au barreau de Béthune? Oui, évidemment. On est tous volontaires. Là, actuellement, le truc, c'est qu'on revient tous, normalement, toutes les 7 semaines, pardon. Donc, toutes les 7 semaines, si tu t'en prends pas en plus, t'es de permanence. Et là, on est assez, justement, pour qu'il y ait ce roulement sans qu'on ait à contraindre des plus âgés dans le tableau à être de permanence. À un moment, c'était le cas au début, quand je suis arrivée. Certains étaient obligés et clairement, ils redonnaient leur semaine de permanence à des volontaires comme nous. Donc, nous, ça nous arrangeait bien. On avait des semaines supplémentaires, mais là, plus besoin. Donc, on est tous volontaires pour être soumis à la permanence pénale pendant 7 jours intégraux. Ok, donc la permanence pénale, tu t'y inscrites dès ton inscription au barreau et en fait, ça a été un bon vecteur de développement clientèle personnel. Les clients qui t'étaient attribués dans le cadre de la permanence, t'en as beaucoup qui restent comme avocats élus? Alors, effectivement, du coup, pour répondre au tout début, oui, je me suis inscrite tout de suite puisqu'à Béthune, on n'a pas cette obligation de formation. Alors, ce qui peut être un peu dommage puisque certains devraient être formés. Moi, j'avoue, ma première garde à vue, j'étais en panique. J'avais demandé à une consoeur sympa qui m'a expliqué, tu fais ça en entretien. Ok, je flippais à me dire, je vais oublier quelque chose, ce sera de ma faute, la personne, elle va pas se sentir à l'aise. Mais voilà, premier week-end de permanence pénale, j'ai charbonné. Après, est-ce que ça reste? Je trouve que les clients type garde à vue, c'est pas très fidèle. Soit ce sont des one-shot, les gens, c'est leur première fois, alors ils ont peut-être pas besoin de toi plus tard. Ou on leur souhaite en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on leur souhaite. Soit ils ont très connu et ils ont leurs avocats habituels. Et après, on peut tisser des liens. Donc, j'irais oui et non. Il y en a que j'ai gardés, qui sont des institutionnels. Certains qui reviennent même en one-shot parce qu'ils ont une seule audience, mais ils ont eu confiance en toi pendant la garde à vue, leur déferment devant le JLD, etc. Ils reviennent. Ça dépend vraiment. Il y en a qui s'en fichent, qui vont seuls aussi. Non, franchement, et je me suis jamais intéressée au fait de calculer ce qui reste en dossier propre ou pas, quoi. Exactement. Et après, voilà, c'est le jeu aussi de la permanence pénale. On a un peu la chair à canon, pas, mais voilà. Après, les gens, ils ont un a priori sur entre guillemets les avocats commis d'office. Je me présente d'ailleurs jamais comme ça, mais comme avocat de permanence. Voilà. Sinon, les gens ils pensent que c'est le fond du panier et qu'on est forcé d'être là et que notre travail sera merdique et qu'on est mauvais. Ce qui n'est pas le cas. Et toi, tu te vois une différence au fait de te présenter comme avocate de permanence versus avocate commis d'office? Je me suis toujours présentée comme ça. J'ai jamais, voilà. Après, oui, il y a des magistrats qui disent, c'est l'avocat commis d'office. Donc, je tire une tête. Voilà, c'est le cas. Mais la commission d'office, c'est pas forcément le fond du panier. Et puis, lorsque j'ai des réflexions, vous êtes l'avocat commis d'office qui me dit avec dédain. Donc, déjà, ça me tend. Et je leur explique. C'est pas comme à la télé ou sur la vision peut-être américaine qu'on peut avoir, qui est pas du tout le même qu'ici, puisque de toute façon, nous,
on se propose d'être sur cette liste, d'être de permanence, d'être commis d'office. Donc, c'est bien qu'on le veut et on peut tomber sur de très bons avocats sur de la commission d'office. Ouais. Et donc, tu dis la commission d'office, gros apporteur d'affaires, au moins pendant le temps de ta collab. Est-ce qu'il y a eu d'autres voies de développement? Les autres voies de développement, elles sont venues après? Comment ça s'est passé? Honnêtement, je me souviens pas sur cette année de collab. Est-ce que j'ai développé hors permanence? Est-ce que j'ai développé beaucoup en JAF, par exemple, vu que ça vient pas des perms. Et alors, le JAF, tu l'as développé où? Je pense essentiellement quand je me suis installée. Le bouche à oreille? Je pense le bouche à oreille. J'ai développé, après j'ai eu mon site internet. Forcément, je me suis saisie de ces éléments-là. Des fois, je me demande. Et je pense jamais à poser la question à mes clients, ça vient d'où? Est-ce que c'est mon site? Voilà, parfois on me le dit, oui, je naviguais, j'ai vu votre tête, elle me revient. Enfin, ça peut être plein de choses. Non, mais c'est rigolo parce que j'ai interviewé récemment aussi Ibrahim Chalabi, qui est un jeune pénaliste au barreau de Paris. Et pareil, il me dit, je pense jamais à demander où est-ce que les gens m'ont connu et en fait d'où ils viennent. Et je lui dis, c'est intéressant, faut que tu poses la question, parce que même toi comme entrepreneur, entre guillemets, le fait de savoir qui sont tes importeurs d'affaires, d'où viennent, enfin quels sont tes canaux d'acquisition, entre guillemets, c'est pas inintéressant. Et il dit, ouais, mais j'ai peur qu'en posant la question, il projette que je suis presque étonnée d'avoir des clients et donc que ça dégage une image de j'ai pas confiance en moi, donc je suis un peu surpris d'avoir des clients et donc en fait comment vous m'avez connu. Et je lui dis, c'est fou que tu interprètes cette question comme ça, parce que moi je la vois comme un pur au fait qui vous a parlé de moi, quoi. Enfin comment vous m'avez connu, comme une donnée neutre de connaissance de comment ton business se développe, quoi. Et donc, il m'a dit, ouais, non, mais t'as raison. Donc voilà, je sais, si Ibrahim nous écoute, j'espère qu'il pose la question maintenant à ses clients. Mais toi, tu poses pas la question parce que tu penses pas, parce que ça t'a jamais trop intéressé, ou parce que juste, effectivement, toi aussi, tu te dis, c'est bizarre de poser cette question, tu vois, qu'est-ce qui fait que... C'est vrai que j'y pense pas. Voilà, ça vient. Je suis contente, il y a des clients, ils y viennent. J'avoue, je l'ai déjà posé, mais je me sens pas ridicule, mais je me dis pourquoi je pose cette question, ils vont peut-être trouver ça bizarre. Je suis presque à me justifier pourquoi je pose la question à mes clients et je suis là presque gênée en fait de leur demander. Donc ouais, non, j'y pense pas. Je pense qu'un petit barreau aussi, c'est beaucoup de bouche à oreille, on a la chance d'avoir La Voix du Nord, qui est un journal assez connu dans la région, l'Avenir de l'Artois aussi, pour nous, dans mon département, qui sont là, qui n'hésitent pas à mettre nos noms aussi. Je pense que ça joue aussi sur notre... dont ils parlent. Voilà, eux, c'est sympa pour nous. C'est de la publicité gratuite, quand même, dont on saisit. Je pense que ça aide aussi au développement. Et c'est vrai, du coup, je m'interroge pas forcément. Mon lieu aussi de placement de cabinet qui a été choisi, quand même. Comment tu as choisi justement ton placement de cabinet? J'ai été aidée par des amis, je vais pas mentir. Je suis dans la ZUP de Béthune. Ouais. Et il n'y a personne. Il y a personne. Personne. Alors, je pense qu'ils y ont pensé. Peut-être que le mot ZUP peut effrayer, à se dire mais où je vais me retrouver, mais c'est pas horrible. Ça se passe très bien. C'est des associations dans mon immeuble. Ça se passe bien. Et je suis la seule. Et je pense que c'est bien placé, c'est intelligent, là. Ouais. Mais ça vient pas forcément de moi. Je vais pas mentir, c'est mes amis. Non, mais tu sais, c'est une discussion que j'ai eue avec Teddy Franciso, qui lui est un jeune avocat en droit social, qui fait exclusivement côté salarié. Et il m'a dit, j'avais envisagé, il est à Montpellier, et il a dit, j'avais envisagé de me mettre dans les banlieues de me localiser dans les banlieues de Montpellier, dans les quartiers assez défavorisés et tout. Et finalement, lui, il a fait le choix d'être en centre-ville, proche du centre-ville. Et c'est un choix qu'il regrette pas. Il dit, en fait, pour mes clients, c'est finalement, je trouve qu'ils s'y retrouvent plus à ce que je sois près du cabinet, à ce que je mette moins de temps à faire les allers-retours et tout. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est un choix parmi d'autres, tu vois. Il n'y a pas de bon choix. C'est juste comment toi, tu chemines dans ta tête et comment, en tout cas, toi, t'as fait le choix de aidé par des conseils d'amis qui t'ont dit regarde, il y a personne, il y a pas d'avocat, du coup c'est un territoire à prendre entre guillemets, de t'installer en ZUP, et c'est sans regret. Non, sans regret, surtout, c'est une petite ville, Béthune, c'est pas très grand, donc je suis à 5 minutes du centre, donc ça ne change rien à part d'être encore plus proche
de ma clientèle qui est habituelle, hein, je m'en cache pas, je fais beaucoup d'aides juridictionnelles, etc. Et certains ont juste la flemme de prendre le bus 10 minutes, de l'attendre, d'aller un peu plus dans l'hypercentre, alors que là, leur avocat, il est sur place et peut-être qu'ils ont l'impression que voilà, je vis peut-être plus leurs problèmes, que je les comprends mieux, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais être au cœur, d'être avec eux. Et moi, j'ai aucune difficulté à être dans la ZUP. Voilà, au-delà de l'aspect, c'est pas juste la récupération de clientèle. Enfin, je me sens aussi bien d'être là, d'être proche. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais justement stagiaire dans ce cabinet et tu étais quand même un petit peu en décalage, on va dire, du point de vue des valeurs, avec le fait de refuser l'aide juridictionnelle, d'imposer des honoraires, un certain type d'honoraires à des clients qui, en l'état, n'ont pas les moyens de payer, etc., etc. Et j'entends, entre guillemets, enfin, surtout entre les lignes, j'entends une place de l'avocat dans la cité pour les justiciables, quels qu'ils soient. Enfin, et du coup, j'imagine que ça se reflète aussi dans ton choix d'installation et de lieu d'exercice, quoi. Je pense c'est dans mes clients aussi. Puis au-delà du serment qu'on prête avec humanité, enfin, c'est peut-être ma personnalité finalement. Donc je me sentais vraiment pas à l'aise sur un cabinet parisien comme ça. Ouais. J'avais besoin d'être plus proche des gens, de leurs problèmes, enfin, de la réalité, du petit pénal, petit JAF. J'avais besoin de ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce contentieux et dans ces clients et dans ces problématiques qu'est-ce qui t'anime autant dans cet exercice? Justement, l'humanité, les échanges qu'on peut avoir avec les clients qui vivent pas des choses faciles. Hein, quand on commet une infraction, c'est rarement sur un coup de tête. Il se passe souvent des choses. Alors, les gens ont du mal avec ça. Hein, les avocats vous justifiez toujours en parlant de leurs difficultés dans leur enfance, etc. Mais c'est une réalité. On est la personne qu'on est parce qu'on a vécu des choses. Et souvent, mes clients ont vécu... oui, ça reste le même type de profil. Je dis pas que il y a une propension à la criminalité. Je vais pas venir sur les théories fumeuses de l'ancien temps, mais forcément, quand vous connaissez des placements depuis 6 ans, un père qui bat maman, qui est alcoolique, vous partez forcément pas avec des bonnes bases, malheureusement, avec des carences éducatives, affectives. Et oui, on arrive parfois au même profil. Et je dis pas que ça m'intéresse, mais voilà, j'ai besoin de... Voilà, peut-être ça me touche, peut-être parce que moi, de base, j'ai été adoptée. Hein, j'aurais pu finir autrement que là où j'en suis. Et oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'imprégner des gens. J'ai besoin d'un lien. Pas de m'attacher, mais d'avoir quelque chose, une histoire, pas une histoire à raconter, mais qui est de l'humain. Voilà, pas des chiffres. Je dis pas que dans le droit social, il n'y a pas d'humain, mais le droit des affaires, il y a toujours un homme derrière des chiffres, derrière un contrat, mais d'humanité profonde quand elle va mal. Voilà, peut-être que j'ai besoin d'aider, je ne sais pas, mais voilà, j'ai besoin de ça, ce contact. Ça t'a fait peur de te lancer dans un territoire où tu savais que tu allais beaucoup travailler à l'AJ? Est-ce que tu as eu peur justement pour comment tu allais réussir à faire tourner ton cabinet pour que ce soit une activité rémunératrice, que tu t'y retrouves toi aussi? Est-ce que ça a été des craintes que tu as eues quand même sur vraiment la partie plus à la fois t'y retrouver en termes de sens de ton activité, du plaisir que tu prends à accompagner ces clients dans leurs difficultés, à les conseiller, à être là pour eux, etc. En sachant que pour beaucoup, du coup, c'est aussi une rémunération à l'aide juridictionnelle. Est-ce que toi, voilà, t'as eu peur que ce soit pas une activité viable sur le long terme, etc. Comment t'as envisagé ça? Jamais, parce que je sais, dans un petit barreau comme ça va être moche peut-être, mais les préjugés qu'on peut avoir sur 62, 59, ils peuvent être réels, ou ça peut être socialement difficile. Donc je savais où je mettais les pieds. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de travail pour nous. Et le fait qu'il y ait finalement cet effet de masse, je m'y retrouve largement. Voilà, alors, on peut penser que je fais du travail à la chaîne, ce qui n'est pas le cas. Mais comme je travaille beaucoup de dossiers à l'aide juridictionnelle, finalement,
la masse et le roulement fait qu'on s'y retrouve largement. Ouais. Tu as réussi à mettre en place, entre guillemets, une certaine forme de systématisation de certaines choses, c'est-à-dire des contentieux qui s'appuient sur les mêmes, tu vois, les mêmes argumentations juridiques, enfin pas les mêmes argumentations juridiques parce que les faits sont toujours différents, mais tu vois, même en termes d'argumentation en droit, etc., etc., et finalement d'avoir des sortes de modèles que tu peux réutiliser et ce qui te permet un peu d'amortir le temps que tu passes sur chaque dossier. Et donc, t'as un petit peu systématisé ça ou est-ce que t'es pas encore rentré trop dans ce genre de considération pour ton cabinet? Alors, j'ai pas de logiciel déjà qui me sorte mes trames avec les noms, donc Ouais. je rédige encore tout. Mais forcément, une requête devant le juge aux affaires familiales pour des enfants, on a une base qui peut être similaire quand il n'y a Oui. pas de conflit. Oui, parfois je copie-colle une de mes requêtes déjà faites, je change des choses, j'ajoute, ce qui me fait gagner du temps. Mais après mon contentieux, notamment pénal, je rédige beaucoup moins. C'est Ouais, beaucoup c'est de l'oralité. d'oralité, donc j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Après, oui, je peux lire des procédures très rapidement, des entre guillemets petites procédures, conduite alcool, conduite stupre sans permis. Malheureusement, les violences conjugales aussi sont des petites procédures. Et le fait que j'en fasse beaucoup, Petite en termes de masse de voilà, documentation, hein, c'est on n'est ça. pas en train de dire en termes d'enjeu. Voilà, pas en termes d'enjeu. Mais ce qui fait qu'il y a très peu à lire. Je sais ce que je dois lire, je sais ce que je peux mettre un petit peu de côté, voilà, des choses que je ne dois pas lire. Ce qui fait que je peux travailler aussi vite et efficacement. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant, tu dis en pénal, il y a beaucoup d'oralité et je pense que ça c'est pareil partout, mais j'ai quand même l'impression qu'à Paris, malgré le fait que la procédure soit orale, il y a quand même une demande des magistrats de documentation, d'écriture, etc., etc. Et ça, est-ce que tu as l'impression que c'est moins le cas ici ou par rapport justement au fait que tu as aussi exercé, enfin en tout cas, t'as exercé, tu as été stagiaire à Paris. Donc, tu as quand même vu certaines pratiques parisiennes. Est-ce que tu as l'impression que les choses diffèrent ou non? Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je pense que parfois, il y a des écrits qui sont pris à Paris pour justifier les honoraires importants. Okay. Voilà. Je vais pas dire que c'est des effets de manche, mais il y a des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être écrites sur 10 pages pour facturer des milliers d'euros. Voilà. Je vais peut-être pas me faire des copains, désolé. Mais on n'est pas là pour ça. Voilà. On est là pour mais avoir ta vision. Voilà, c'est ma Ouais. vision. Je suis toujours franche. Je pense que ceux qui me suivent savent que je suis franche et nette. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être et moi je préfère être concise, précise, aller droit au but que faire des effets de manche, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Je pense que ça sert à rien, à part rendre son client content et pouvoir justifier d'honoraires qui sont importants. Mais moi, c'est pas ma politique. Ouais. Tu dirais que la part d'AJ versus la part d'honoraires en propre, elle est de quelle dimension dans ton cabinet aujourd'hui? Je pense que je suis à 70 d'AJ. 70 ouais. d'AJ. Ouais, donc c'est quand même important. Ouais. Donc il faut en faire. Il faut bosser. Ouais, il faut bosser. Et donc parce que l'AJ c'est différent de la commission d'office, enfin de la permanence. Donc dans ta part de clientèle aujourd'hui, la part de permanence versus ou dans ton CA d'ailleurs, mais je te demande peut-être un rapport un peu trop détaillé de tes comptes, mais dans ton CA, tu dirais que la part de ce qui vient des permanences versus la part de ce qui vient des personnes qui te connaissent en propre, tu as une petite visibilité ou pas tellement? Alors, c'est compliqué parce que, alors, je sais que c'est aussi différent d'un barreau à l'autre. Nous, on n'est pas payé à la semaine de permanence. Je suis payée comme à la J par mission. Ouais. Donc, moi, je ne vois pas la différence si je vais en comparution immédiate ou en correctionnel classique. C'est la même chose. Je suis payée le même prix. Je suis pas payée, par exemple, 500 € pour une semaine de perm. Donc, je peux pas dire. C'est un peu compliqué. Et comme à bout d'avoir fait un système de tracking, toi, de ton côté, de pouvoir, mais effectivement, si tu l'as pas fait. Et donc, tu disais que tu t'as pas de logiciel de gestion? Non. En fait, comme je suis pro Apple, tout est connecté entre l'iPad, l'iPhone, l'iMac, le Mac Pro. J'ai accès à tous mes dossiers de partout. Et les logiciels coûtent cher quand même. Et comme j'ai peu d'écrits, enfin beaucoup moins qu'un civiliste. T'as pas besoin de ce système de réseau. Voilà, pour moi, ça me suffit d'avoir le cloud, de pouvoir naviguer juste entre mes dossiers, c'est rangé, j'ai Word. Voilà, oui, par contre, je suis avec Word et pas Page. Ouais, voilà, je suis bizarre, mais j'utilise Chrome et pas Safari. Qui utilise Page? Ah, mais il y en a, hein. Je ne comprends pas, mais il y en a. Non, moi, c'est Word, c'est Chrome, pas Safari non plus. Voilà, j'utilise tout ça et ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Peut-être plus tard, logiciel. Après, mon comptable, voilà, il se charge la compta. Mais non, les factures,
c'est T'as un Word. logiciel Non, de facturation? même pas. Non, Non, je fais la même pas, facture quoi. moi-même, je mets nom, prénom, je fais Ah mon ouais. petit tableau. Enfin, j'ai ma trame, hein, c'est Ouais. tout beau, hein. C'est très Ah non, mais professionnel. mais absolument pas de Mais- doute sur le fait que Mais c'est non, très pas joli. de logiciel. Après, j'ai mon fonctionnement, je sais normalement à peu près où situe ma compta, qui me doit quoi, où ça en est. Où ça en est. Donc, non, pas de logiciel, que ce soit de gestion de câble ou de comptabilité. Ouais. Et alors, et après on va passer à d'autres sujets, mais c'est les questions que les jeunes se posent beaucoup. Et en plus, je sais que pour te suivre sur Instagram, je sais que on te questionne beaucoup. Donc je me dis que maintenant tu pourras les renvoyer vers ton interview sur Fleur C'est ça, d'Avocat oui. et ils auront toutes les Je réponses pense. à toutes ces questions auxquelles tu réponds souvent sur Instagram. La dernière chose dont je voulais te demander, c'est donc tu t'installes au bout de 10 mois. Tu dis tu vas YOLO C'est ça. et puis Non, progressivement ça tourne bien, etc., etc. Quelle a été ton évolution? Du coup, ça fait 3 ans maintenant, c'est ça? Donc 2 ans à ton compte? Ou 3 ans. à ton 3 compte? ans à mon compte. Et là, j'ai quasiment 4 ans de bientôt marque. 4 ans là, à la fin, Ouais. dans quelques jours. Ouais. Et ben presque bon anniversaire. Merci. Alors. Quelle a été l'évolution justement de ton cabinet comme entreprise? Tu vois, est-ce que tu as vu un déclic particulier au bout d'un certain temps, un moment où tu t'es senti beaucoup plus à l'aise, ou financièrement tu as senti que ça décollait un petit peu, tu vois, quel est ton retour d'expérience de ces 4 ans justement? Alors, juste pour parler chiffres, ils aiment bien en plus, hein. Ils sont curieux. J'ai doublé mon chiffre d'affaires entre ma collaboration et le Ouais. développement, enfin les deux, quand Ouais. j'étais en cabinet chez mes boss, et mon installation seule. Ça a été beaucoup de boulot, hein. J'ai Ouais. pris clairement beaucoup de permanence pénale puisque ça fait rentrer du chiffre, on va pas se mentir. Donc ça, c'était sur l'année 2019. Ouais. Et après, on a pris le Covid en pleine face. Ah là là. Ouais, voilà, j'ai pris le Covid. C'était dur. J'ai été 2 mois à l'arrêt. Clairement, j'ai pas fait 2 mois où t'as Ouais. pas bossé? Non, j'ai bossé 3 heures sur les 2 mois, quoi. Ouais. J'avais pris mon ordi, l'iMac. Non, j'avais pas envie. J'ai vécu mon confinement, je pense, comme tout le monde, c'est-à-dire manger, Netflix, regarder Cyril Lignac. Voilà, non, clairement, c'était dur. Ouais. Ça a été dur parce que nous, on ne travaille pas, on ne rentre pas, mais en même temps, même les tribunaux étaient à l'arrêt, donc quand bien même j'aurais voulu travailler, qu'aurais-je fait? Ça a été dur parce que ce roulement d'aide juridictionnelle, on le met en place parce que souvent on est payé plusieurs mois après. Après, on a le roulement, donc c'est pas grave. Mais là, au bout d'un moment, je savais qu'il allait s'arrêter ce roulement. Ouais. Au début, ça a été. Forcément, j'ai eu un creux. Donc, forcément, j'ai eu une baisse de 40% de mon chiffre d'affaires en 2020, qui a fait mal. Ouais, ça a fait mal. Et comment ça s'est passé la reprise? J'étais heureuse. J'étais contente. La reprise, il fallait bosser, il fallait se remettre, il fallait aussi vaincre quand même la peur aussi de la Covid qui nous a effrayés. Moi, au début, je n'allais plus. On pouvait continuer les permanences pénales pendant le confinement, j'ai refusé. Ouais, parce qu'en plus, d'aller en audience au commissariat. Surtout au commissariat, qui est, nous, le principal, où il y a vraiment beaucoup de garde à vue, c'est Lens. On s'est mangé 3 clusters quand même. Ouais. 3 clusters où on l'apprend par la presse, par les journaux. Voilà. Et où on est allé, où parfois, désolé si des policiers là-bas m'entendent, les règles sont pas respectées. Distanciation, non. Les masques, c'est faites comme vous voulez et on se fait la bise avec le masque. Moi, personnellement, je comprends pas. Ouais. Donc, j'ai refusé un moment. Voilà, c'est pour ma sécurité, pour ma santé. Voilà, l'argent, des fois, ça fait pas le bonheur forcément. Donc, ça a été dur. Donc, j'étais très contente de reprendre. Ça, le temps après que les tribunaux se remettent en place, les greffes, les retards qu'on accumule, qu'on sent encore, les audiences hyper chargées. Enfin, tout ce retard, on le sent. J'étais très heureuse. Ça a quand même bien repris. Voilà, j'ai charbonné là cette année, qui est une année, je pense que j'ai explosé mon 2019. Et j'espère que ça continuera comme ça. Je te le souhaite. Donc la reprise, les clients sont revenus. T'as pas eu l'impression c'était vraiment lié à l'arrêt des juridictions et tout. Et ensuite là, 2021, ça se passe super bien. Et tu penses que c'est le bouche à oreille vraiment qui fait son œuvre. Tu commences à être bien connu de ton barreau, de tes confrères qui t'envoient les dossiers. Tu fais toujours autant de permanence pénale? Est-ce que tu limites les permanences pénales? Est-ce que tu revois un peu ton équilibre permanence pénale client propre, ou est-ce que pour le moment tu te sens encore de continuer les permanences pénales comme tu as fait jusqu'à maintenant? Alors déjà, j'aime les permanences pénales au-delà du fait que forcément, oui, ça nous apporte de l'argent, de la clientèle qui reste ou pas. J'aime ça. J'aime travailler dans l'urgence.
J'aime ne pas m'ennuyer, me dire que peut-être ce matin, si j'ai rien dans la journée ou un petit truc, ça se peut que je sois débordée, qu'il se passe plein de choses, que je rencontre plein de gens. C'est ça que j'aime au travers des permanences. Donc non, je pense que j'en ai pris encore plus cette année. Plus les gens savent aussi que je charbonne et ils viennent volontiers m'en donner. Ouais. D'ailleurs là, j'en ai accepté 2. Certains confrères, les lâches, ils viennent vers moi et j'accepte. Je sais pas dire non. J'aime ça. Et oui, après faut pas se mentir, ça m'apporte des revenus encore plus importants. Mais heureusement que c'est du win-win. Enfin, oui, je veux dire, voilà, mais certains peuvent se dire parler de son travail aussi en mode bien sûr ça m'apporte des revenus, mais j'y prends aussi du plaisir. Enfin, voilà. Je veux dire, on s'y retrouve quoi. C'est pas, je me dis pas oui. Alors des fois j'ai dit bon, ça va être dur, faut gérer avec nos audiences à nous, nos rendez-vous. Souvent c'est des semaines comme ça, je mets pas de rendez-vous. Ouais. C'est-à-dire que mes clients, là, c'est 2 semaines d'affilée que j'ai accepté quand même. Ouais. À chaque fois, je me dis, je suis folle, pourquoi je le fais, mais je le fais. 2 semaines sans rendez-vous, les clients, des fois, ça peut les embêter d'attendre une 3e semaine, de les rencontrer, etc. Ouais. De gérer tout ça, j'ai pas de secrétariat, je gère souvent mon cabinet, mais au téléphone, je suis en voiture. Voilà, mais c'est un rythme de vie. Des fois, je me plains, je suis fatiguée, mais en fait, j'aime ça, j'imagine pas autrement. J'imagine, pour l'instant en tout cas. Ouais, non mais c'est super. Moi c'est pour ça que j'aime rencontrer des avocats de tout type d'exercice, parce que faut entendre ces voix quoi aussi. Et tu dis justement parfois mes clients, le prochain rendez-vous c'est dans 2 semaines. Et ça m'intéresse parce que il y a quand même ce gros truc où tu vois moi je pense que c'est une croyance à certains égards, mais du coup j'aime bien l'explorer, des gens qui disent non, maintenant les gens ils veulent leur avocat tout de suite, il faut être hyper réactif et disponible tout le temps, parce que sinon les clients ils attendent pas, ils vont voir un autre avocat, etc. Et là ce que tu me dis, ça vient entre guillemets un petit peu en contradiction de ça, puisque manifestement si t'es pas disponible tout de suite parce que t'es en permanence et que tu leur donnes rendez-vous pour dans 2 semaines, c'est ça, j'imagine que ça passe, sinon tu le ferais pas. Quelle est ta perspective là-dessus? Lorsque c'est vraiment urgent, qu'ils me contactent pour une audience dans la semaine, bien sûr, je vais trouver un créneau, tant pis, je dirais que je suis pas dispo pour la perm. On fait un rendez-vous téléphonique. Si c'est vraiment urgent, bien sûr, je vais les recevoir. Lorsque c'est je demande toujours, est-ce que c'est urgent, etc. Est-ce que ça peut attendre? En général, ils me disent oui. Donc, ça passe. Ouais. Et ils attendent le temps de lancer la procédure. Alors, c'est pas du tout condescendant, mais au pire, je perds un dossier. Tant pis, il y en a d'autres. Non pas que je ne veuille pas d'eux, mais je peux pas. Il faut aussi savoir mettre des limites avec les clients, et on peut pas être à la disposition de nos clients. On n'est pas des esclaves. Certains nous prennent comme ça. Enfin, j'ai une cliente, elle m'appelle vraiment tout le temps, me demander juste est-ce que j'ai reçu ces documents. Au bout d'un moment, il faut mettre aussi un coup d'arrêt, que les gens comprennent. Alors, j'entends, c'est leur dossier, c'est leur vie. Souvent, c'est ça. Ouais. Mais nous, on a plusieurs dossiers, plusieurs contentieux à gérer, plusieurs, j'ai pas envie de dire vie, mais on a plein de choses entre les mains, et on peut pas se permettre, oui, madame, j'ai reçu votre mail. C'est un mail, en général, oui, on les reçoit. Et si je reviens pas vers vous, il faut un petit peu patienter. Ouais. C'est pas facile de gérer un client et de lui mettre les hauts-là, mais il faut, sinon on se laisse déborder et on arrive chez soi, le téléphone ne coupe pas, on rentre avec ses dossiers en tête. C'est un équilibre. Et j'allais te demander comment tu fais justement pour poser ces limites. Tu vois, par exemple, je pense à un avocat pénaliste de ma connaissance qui travaille très peu par WhatsApp, tu vois. C'est-à-dire que les clients ont son numéro, mais il recadre très vite sur le fait que c'est pas là que les échanges vont se faire, et que c'est vraiment que pour certains échanges ponctuels et tout. Et quitte à être un peu froid au départ, un peu en mode par contre je vous arrête tout de suite, je vais pas répondre à vos WhatsApp à longueur de journée quoi. Toi comment tu fais, est-ce que t'as des petites techniques, des petits moments un peu clés dans la relation où tu mets des stops, tu vois, comment tu cadres tout ça? Alors, j'ai aussi un numéro pro dans le même portable, donc ils ont ce numéro pro qui est accessible publiquement. Ouais. Les SMS, je le dis, ça ne me dérange pas. Je suis trop prise entre les audiences, les rendez-vous, les perms. Pour décrocher, ça peut être des fois très compliqué de m'avoir. Donc, les écrits ne me gênent pas. Mail, SMS. Donc, je réponds. Pour moi, par contre, c'est hors de question. Je ne réponds pas le week-end. Je réponds pas après 20h. Et si ça s'acharne, je m'énerve. Oui, je suis dure. Je suis presque méchante. Mais visiblement, ils aiment ça parce qu'ils s'excusent tout le temps, ils reviennent et restent. Donc, a priori, il faut être ferme. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Très ferme. Tout le monde me trouve très sympathique. Et quand on m'entend la première fois être très ferme avec un client, voilà. Mais ma meilleure amie, genre, t'es dure quand même.
mais il faut. Et elle le sait, elle devient plus dure. Je lui dis, là, on mange 13h30, décroche pas, c'est la table. Par exemple, le midi, je ne veux pas décrocher. Souvent, je ne décroche pas parce qu'il faut aussi que les gens respectent. On n'est pas des machines, en fait. Donc, il faut savoir recadrer. Après, tous ne savent pas le faire. Moi, je pense que oui, des fois, je suis rude. Mais clairement, ils sont jamais partis. Ils sont toujours à s'excuser de me déranger. Et vraiment, j'ai déjà hurlé sur un client pour des choses que je ne pouvais pas entendre en défermant un petit papy, franchement. Mais j'avais aucune pression. 75 ans, la canne, sourd. Je lui ai hurlé dessus parce qu'il me disait c'était juste inconcevable. Qu'est-ce qu'il te disait? C'était sur les faits en eux-mêmes. Hein. C'était des faits à caractère sexuel et des choses que je ne pouvais pas entendre. Limite, c'est la faute de la victime de 14 ans s'il a ploté. Okay. Moi, c'est juste pas possible. C'est pas parce que je viens de défendre que je dois tout entendre. Je lui ai hurlé dessus. Je me suis dit, lui, il va jamais revenir. Il a pris un rendez-vous. Il s'est excusé en disant qu'il était pas bien ce jour-là, sorti de garde à vue. L'audience s'est très bien passée. On s'entend très bien. Donc, les gens, il faut les recadrer, en fait. Des fois, ils ont besoin de cadre. Il faut leur rappeler les règles et voilà. On n'est pas des machines. On fait déjà le max. C'est vraiment dur. Même en charge mentale, c'est pas facile. Tous ces dossiers, surtout en pénal et en JAF, quoi, avec ce qu'on peut voir. Il faut poser des limites. Il faut être ferme. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ta perspective parce que et on va y venir. C'est vrai que moi je suis ton activité via ton Instagram et surtout via tes stories et tu mets beaucoup en avant. J'ai une dernière question plus structuration avant de passer là-dessus, mais tu mets quand même beaucoup en avant le fait que oui, t'es avocate et tu travailles beaucoup comme avocate, mais t'as une vie privée. Tu te fais plaisir dans des bons restaurants, tu profites de tes week-ends au maximum, tu prends des vacances qui sont des vraies vacances, enfin tu vois, qui sont et c'est bête, mais ça va un petit peu à rebours de beaucoup de choses qui se disent sur l'exercice de cette profession, sur l'exercice de cette profession en général et aussi en particulier dans ce genre de contentieux avec une rentabilité par dossier qui est assez faible et donc où il y a ce jeu de masse où les personnes peuvent être très envahissantes justement parce que leur problème s'arrête pas le vendredi soir, tu vois, et deux, c'est comme tu dis des dossiers qui sont très prenants pour leur vie, etc., etc. Donc il y a ce côté un petit peu déversement, de stress, de trucs qui font que ça peut déborder sur le week-end, sur le soir, sur plein de choses. Et donc voilà, donc c'est vrai que on va en parler, mais c'est intéressant d'avoir ta perspective sur ce côté. Non, moi j'ai des règles fermes avec moi-même sur il y a des moments où je réponds pas au téléphone, où je suis pas disponible, où je travaille pas, point. Et bien sûr que s'il y a une méga urgence, c'est envisageable, mais on est sur l'exception et je le fais bien comprendre et je le cadre, quoi. Donc et dernière question, tu as dit que tu faisais tout dans ton cabinet, que tu n'avais pas de secrétariat, que tu n'avais pas d'assistante et tout. Là, tu clôtures ton année 2021 qui s'est super bien passée, plein de travail, tu as charbonné. Est-ce que tu envisages de déléguer certaines choses? Est-ce que tu envisages Comment tu envisages ta structuration justement? Alors, c'est tout doux. Sur délégué, j'avais pris pour la première fois une stagiaire cet été. Ça s'est bien passé. Là, j'en ai pris une Master 2 sur toute l'année universitaire. Elle est en alternance? Alors, l'alternance sans en être, puisque le Master 2 n'est pas ouvert à ça, mais en gros, c'est ça. Et où je délègue des actes. Ça lui permet, elle, de pouvoir se former puisqu'elle envisage le CRFPA. C'est un job étudiant sympa. Je pense que j'aurais bien aimé faire ça quand j'étais en fac de droit. Moi, ça me décharge de certains petits actes qui prennent quand même du temps. Voilà, donc je délègue comme ça. Après, je réfléchis parce que ça a aussi un coût. Secrétaire, quand on lui paie autant, en fait, nous, on sort le double finalement avec les charges sociales. Donc, c'est des choses auxquelles penser. Sur le fonctionnement aussi, moi, j'aime être totalement libre. Voilà, alors je dis pas ma secrétaire va m'enchaîner au bureau, mais voilà, certaines choses, peut-être, je pourrais moins me permettre. Est-ce que je me priverais pas Et puis aussi, quand on prend quelqu'un, c'est des revenus en moins aussi. Ça, faut le prendre en compte. Je vais pas mentir, donc je ne sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, l'équilibre, je pense l'avoir. J'arrive encore à tout gérer.
Et oui, je sais que je passe probablement à côté de rendez-vous, nouveaux dossiers, quand je suis pas là pour décrocher au cabinet. Si les gens me rappellent pas sur mon téléphone, probablement que j'en perds. Alors, j'envisage peut-être secrétariat externe Ouais, j'allais te demander. Ça, c'est sympa. Je pense que... Je connais plusieurs avocats qui ont recours à des assistants externes. Tu vois là, une avocate que j'ai interviewée, celle du barreau de Sens, dont l'activité est vraiment tournée bien aussi. Et elle m'a dit, elle en a pas parlé dans son interview parce que c'était en cours de réflexion à ce moment-là. Et on a échangé il y a pas longtemps. Et elle m'a dit qu'elle avait pris une assistante, je sais plus combien de temps elle bosse par semaine, mais c'est une assistante freelance qui lui fait tout ce qui est facturation, rappel de facturation, enfin tout ce qui est le suivi de comptabilité en fait, administratif et comptabilité. Et pour le moment, elle en est hyper contente. Ouais, il y a pas mal de CV qui tournent en freelance, même de secrétaire juridique, assistante juridique. Hein, mais ouais, je me ferme pas de porte. Voilà, mais t'es dans le début de la réflexion de tout ça, de ce que tu commences à déléguer. J'ai le temps et me dire si je délègue, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore plus pour plus de dossiers, pour plus de clientèle, développer autre chose, ou je sais pas, développer plus sur les réseaux, vu que des fois j'ai aussi envie de faire des vidéos, mais j'ai pas le temps. Ou est-ce que ce sera du temps pour moi? Voilà, il faut... je deviens adulte, donc je fais pas tout YOLO. Je réfléchis un petit peu parfois. Et ça, oui, ça, c'est quand même un élément de réflexion important. Puis, mon cabinet, d'avoir vécu ce que j'ai vécu à Paris et d'avoir vécu une ambiance familiale à Béthune, aussi d'avoir vu mes parents sur une entreprise familiale, moi, c'est ce que je veux. Et faire rentrer quelqu'un chez moi, c'est un peu un membre de la famille. Donc, j'ai besoin que ça matche vraiment. Là, quand j'ai recruté pour cette année universitaire ma stagiaire, je m'en fichais du CV, je m'en fiche des recommandations. Je cherchais un match, je cherchais à ce que ça fonctionne entre nous. Et alors, raconte ce match, cette rencontre avec cette stagiaire, elle vient d'où? Où est-ce qu'elle fait ses études? Comment ça s'est passé son intégration? Justement, c'est pas ta première stagiaire, mais c'est quasiment ta première stagiaire, surtout sur du long terme comme ça. Donc comment t'as géré ce recrutement? J'avais mis sur Instagram, sur ma story, vu que je partage quasiment que exclusivement là-dessus, sous ce format-là. Ça a été un petit peu relayé sur Twitter, et heureusement, parce qu'elle ne me suivait pas. Du coup, elle connaissait pas un peu, pas le personnage, oui, c'est un peu marrant, ça. Mais non, mais c'est un peu très marrant. Un monde. Tu parles de personnages, on va en reparler. Ouais. Mais du coup, elle connaissait pas, elle a vu, elle a postulé. Je vais pas mentir, hein, sur papier, c'était mon CV préféré parce que elle avait mon master 2. Et ma première stagiaire aussi. Peut-être que je l'ai fait tourner les alumni du Master 2. Voilà, peut-être je privilégie, mais après, je sais comment elles sont formées. Je sais, voilà, elles ont quand même des connaissances. Je fais quand même du pénal. Mais j'étais pas fermée au reste. Tout le monde a sa chance. Ça pouvait ne pas matcher en réalité. Donc, j'ai voulu recevoir tous les CV que j'avais reçus. Ce que j'ai fait, des Master 1, Master 2, certaines... T'en as reçu beaucoup? 6 ou 7. Ah, c'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, pour Béthune, bah Béthune. Oui, faut avoir envie de venir. Non, mais je suis d'accord. C'est bête, mais elles vivent à Béthune? Mais même pas. Enfin, elles viennent essentiellement, elles sont à Lille. Alors, leurs parents peut-être vivent ailleurs, mais j'en avais aucune de Béthune. Donc, elles étaient prêtes à faire la route. Et sans me saucer, oui, elles voulaient travailler avec moi par... vu ce qu'elle voyait sur les stories pour entre guillemets le personnage, etc. Donc j'ai voulu donner la chance à tout le monde. Ça aurait pu, elle s'appelle Mathilde, ça aurait pu ne pas matcher avec elle. Donc je voulais voir, ça aurait pu matcher encore mieux avec quelqu'un d'autre. Donc j'étais pas fermée à un CV, je voulais voir une personnalité, vu que j'en ai, je pense, et j'avais besoin de ça parce que on va se voir beaucoup. Une année, c'est long. Si ça matche pas, si on se parle pas, si on rit pas ensemble, j'ai besoin. Là, je mangeais avec elle tout à l'heure et mon ancienne stagiaire. Et on est tout ensemble et comme une famille. J'ai beaucoup de liens avec mon ancienne stagiaire. Elle passait le grand oral tout à l'heure. Elle me tutoie directement. Ma première règle, c'est faut me tutoyer. Je veux pas de distance. Je mange avec elle. Même quand je suis en audience, je dis écoute, j'essaie de revenir pour manger avec toi, vu qu'elle vient déjà pas toute la semaine. Donc on boit un thé quand j'arrive, on se fait des pauses. J'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin qu'on s'entende, et donc j'ai géré. Ça n'a pas été facile parce que les profils étaient tous intéressants. J'ai matché avec toutes. Mon cœur a balancé. Je pense le fait qu'elle soit en master 2 et pas en master 1, ça joue quand même. Elle a une année de plus. Et oui, je suis attachée à mon master 2. Je vais pas mentir. Peu ma petite famille. Mais non, mais attends, il y a pas de mal, et je pense que en plus il faut le dire parce que
C'est une évidence pour tous ceux qui sortent d'HEC et de Sciences Po de recruter dans leurs alma mater, tu vois. Et en fait, ce même lien entre guillemets d'affinité et d'affiliation, il existe aussi dans le monde universitaire avec des diplômes universitaires, des masters universitaires. Donc, oui, enfin, je veux dire, en fait, c'est juste humain. Tout ce qui nous rassemble, dans le sens où tout ce que tu as en commun avec quelqu'un, ça crée de la sympathie. Donc, il y a pas d'excuse à donner. Mais ce que je trouve, tu vois, intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es quand même au barreau de Béthune. Il n'y a pas de fac de droit à Béthune. C'est un tout petit barreau et tout. Donc, enfin, je veux dire, pour venir faire son stage chez toi, il faut venir avec une certaine dose de motivation, quoi. Et je sais pas, tu vois, à quel point est-ce que d'autres cabinets qui, comme toi, développent pas autant sur les réseaux le lien avec des étudiants et une audience de manière plus générale. Je sais pas à quel point est-ce que ils ont une, entre guillemets, marque employeur qui leur permet d'avoir accès à ce genre de main-d'œuvre, tu vois, de recrutement, en fait, pour faire tourner leur cabinet. Donc, ok. Et donc là, elle est arrivée il y a pas longtemps. Elle est arrivée fin octobre. Fin octobre. Ouais, donc pas longtemps. Donc ça fait un peu moins d'un mois, 2 semaines, et ça se passe bien. T'es contente? Super. Franchement, cool. J'avais pas d'appréhension. Ça, quand je lui ai dit déjà, je lui ai annoncé, je lui ai dit tout de suite, tu me tutoies, si ça te va. Elle dit sûr. Donc elle a commencé tout de suite. Donc je pense qu'elle s'est sentie à l'aise aussi. Et peut-être au début, on s'est regardé la première heure, mais ça tout de suite, j'avais l'impression qu'elle était toujours là. Enfin, j'ai confiance en elle. Enfin, voilà, pas de difficulté. Ses actes, je les trouve nickel. Forcément, après, faut qu'elle s'habitue à apprendre. Voilà, et s'habitue à mon style d'écriture. On en a forcément tout ça, la forme, enfin tout. Mais non, je suis très contente et je me sens un peu moins seule. Ça t'a pesé la solitude de tes premières années d'exercice? Jamais, je pense jamais. J'ai un côté très social, mais c'est pas encore autosuffisant. Mais oui, je me suffis à moi-même. Je m'ennuie jamais. Et je pense aussi, si je partage tellement en story, etc., sur ma journée, ça fait que je me sens moins seule aussi. J'ai l'impression d'avoir plein de copains qui parlaient, avec qui j'échange, etc. Donc, voilà, encore une fois, mon confrère de ce matin, là, qui est bientôt à la retraite, il me dit, je suis allée voir un confrère, il est tout seul. J'ai l'impression qu'il a le blues parce que, voilà, des fois, est-ce qu'il s'ennuie pas tout seul? Mais moi, jamais je me suis dit, bon, là, je m'ennuie, je suis peut-être rentrée, je suis pas bien. Non, non. Puis j'ai aussi mes copines qui sont aussi avocats, on partage pas mal. Je suis aussi beaucoup en audience quand même, hein, donc et je suis très contente d'être au cabinet seule quand je peux me poser, faire mes actes, parce que je dis là, au contraire, bah oui, voilà. Donc ça m'a pas vraiment pesé, mais je suis très contente quand il y a quelqu'un. Je parle beaucoup, je pense que j'adore. Moi j'adore les bavards. Hein, je parle beaucoup, donc voilà. Ça m'a pas pesé, mais je suis très contente quand il y a quelqu'un. Une nouvelle ère pour ton cabinet. Et tu projettes comment d'ailleurs le développement de ton cabinet? De quoi tu as envie en fait pour ton cabinet? Je pense que ça me gênerait pas de rester seule. Ouais. Je vois des confrères qui peuvent avoir 50 ans, qui sont toujours seuls. L'association, j'ai l'impression que c'est pire qu'un mariage. On est plus avec son associé qu'avec son époux, qu'avec son épouse, son compagnon. On est tout le temps ensemble. Et là, il y a de l'argent aussi en jeu. Je pense qu'il faut pas de tabou avec l'autre personne. Fixer des règles, si tu bois à 14h, j'ai rien à te dire. Enfin, faut rester libre. Donc, et moi, je veux garder cette liberté. Donc, je pense, j'ai un caractère, un monde qui est particulier. Je pense que ça doit pas être facile d'accepter mon monde, mon rose, mes licornes, mes trucs, mon esprit un peu perché. J'en suis parfaitement consciente. Et en même temps, peut-être que j'ai besoin de l'inverse, hein, pour me canaliser mais il faut que ça matche encore une fois. Donc, pourquoi pas m'associer et en même temps rester seule? Je suis bien aussi, et je sais que je suis pas facile et que ça peut être difficile de trouver un associé, voilà. Et tu peux être seule à la tête d'une super grande équipe, tu vois. Donc tu dois plutôt seule à la tête d'un cabinet qui grandit avec plein de collaborateurs, ou t'aimes bien aussi l'aspect vraiment petite structure qui t'a, tu vois, limité ton volume d'activité ou enfin voilà, tu vois, comment tu te vois de ce point de vue-là en fait, même en termes de croissance d'entreprise. Ah oui, non, je suis pas fermée à une collaboratrice plus tard. Après, encore une fois,
voilà, faut voir aussi non mais à long terme. Bien sûr, les contingences matérielles et voilà, tout. c'est ça. Mais je trouve ça toujours intéressant de questionner les gens sur leur vision, tu vois, comment ils se projettent, comment ils projettent leur exercice pour demain. Parce que il y en a qui ont une perspective très non, moi je suis bien, j'ai plutôt envie de faire construire de construire mon cabinet dans une expertise où en fait c'est moi à la tête de mon cabinet, j'ai pas particulièrement envie de recruter, j'ai pas particulièrement envie d'être manager, donc je vais construire mon activité comme ça, quitte à ce que mon évolution, tu vois, par exemple, c'est le cas de Ganaëlle Soussan que j'ai interviewée, qui est une avocate en droit de l'immobilier à Paris, et elle a dit en fait, moi j'aime pas manager. Ouais, j'ai eu un cabinet avec plein de collaborateurs et maintenant non, c'est plus mon truc. J'ai envie de juste mener ma barque tranquille, d'avoir peu de charges, et donc l'évolution de mon chiffre d'affaires, je le fais plus en fait en travaillant sur des dossiers qui ramènent plus d'honoraires, en étant plus pointu sur ma sélection de mes clients, etc. Donc tu vois, c'est une autre perspective de développement et de vision de son cabinet. Et puis il y en a d'autres qui, que ce soit sur des problématiques de droit des affaires, mais aussi de droit des personnes, sont plutôt dans une perspective, non, moi j'ai envie de construire une belle entreprise, d'avoir plusieurs collaborateurs, que ce soit cabinet réputé dans son domaine, tu vois, voilà. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Alors, moi, je pense que je veux rester sur cette ambiance familiale. Donc, quand bien même je recrute, ce sera jamais une immense équipe. Voilà, une immense équipe. Non, je veux rester. Et j'ai l'impression que si on a une petite équipe, cette ambiance-là, ça reste proche des clients. Et moi, je veux pas donner à mon collaborateur le rendez-vous, tout le dossier. Enfin, si, il va travailler dessus, mais je veux encore connaître mon client. Je veux pas qu'il ne sache pas qui je suis. Je ne veux pas qu'il ait l'impression qu'il y ait simplement mon nom sur le dossier et que je délègue tout. Voilà, non pas que je veuille le contrôle, je veux simplement que rester c'est ça qui plaît dans ton activité. Voilà, sur cette proximité. Mais forcément, j'espère encore développer. Ouais, je te le souhaite en tout cas. Et donc, pourquoi pas passer par un collaborateur pour me décharger. Après, je suis aussi juste humaine et je vais trouver mes limites, même si je veux bosser, que j'adore ça. Les limites physiques, elles sont là. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il va falloir. Et tu disais tout à l'heure que tu vois, tu dis voilà, je sais que j'ai pas une personnalité facile, je suis, tu vois, tu parlais de toi comme de quelqu'un de pas forcément facile, de peut-être difficile à vivre et tout. À quoi tu fais référence? C'est plutôt le fait de ne pas vouloir rentrer dans un moule, dans cette profession qui reste conservatrice, qui a un peu de mal à évoluer, même si on veut le laisser penser. Voilà, je sais que c'est compliqué, je sais que j'aime parfois faire des choses juste pour emmerder mon monde. Tu penses à quoi? Le rabat, là dernièrement, mon nouveau rabat. Ton rabat avec le papillon, le nœud papillon. Je me demandais si c'était autorisé. J'ai bien vérifié, il faut juste un rabat blanc. Il faut juste un rabat blanc, mais on a le droit d'avoir un rabat blanc avec un petit nœud. Pourquoi pas? J'ai même mis des compliments. Je me demandais, je savais pas que je te poserais cette question dans le cadre de l'interview, mais tu vois, puisqu'on est dans cette conversation, je me suis posé la question, je me suis dit que comme j'allais te voir, je te poserais la question. Voilà. Si, j'ai même un proc qui m'a dit, mais c'est hyper classe. Il me dit, vous êtes sûr que c'est autorisé? Je lui ai dit, si, j'ai le temps. Voilà. Il dit, je crois que je vais faire un signalement, mais en rigolant, enfin, il a kiffé, des confrères aussi. Il y a personne qui m'a dit, attends, je vais aller vérifier l'article, machin. Sinon, je te fais une dénonciation au bâtonnier. Puis tu vas au moins déclencher une enquête déontologique pour ça. S'ils font ça, quand on voit toutes les choses dans les cabinets parisiens, enfin voilà, balançons d'avocats, etc. Si on fait ça, c'est vraiment qu'ils ont vraiment que ça à faire et que leurs priorités, elles sont vraiment mal placées, quoi. Donc ça, j'aime bien. Et donc tu dis, ton rabat, voilà, par exemple, ça fait partie de cette personnalité qui sort un petit peu du moule. Et là, tu dis en même temps que on t'a pas fait de remarques dessus, enfin tu vois, qu'est-ce que peut-être que j'ai une vision biaisée de ma profession, peut-être que je crois qu'elle veut pas évoluer. Alors certains ne disent rien, certains regardent et peut-être n'en pensent pas moins, mais je sais que ça déplaît, que voilà, forcément. T'as su que ça déplaisait. Je le sais pas. Enfin, après. Tu l'as su par bouche interposée. Je connais mon barreau, je connais les gens qui parlent, je sais que tout ne plaît pas, je sais que mon Instagram ne plaît pas, que certains n'aiment pas les tatouages et je m'en fiche. En fait, je veux rester moi-même dans cette profession qui peut être vieille, en fait. Je vois pas pourquoi je changerais. Ça ne fait pas de moi une mauvaise avocat, d'être celle que je suis. Ouais. J'ai pas envie de changer. Si j'ai envie de mettre du rose, des froufrous, des paillettes, c'est ma personnalité. Et je comprends que certains peuvent se dire,
voilà l'avocat quoi, Ouais. ou qu'un associé ait pas envie d'être associé à du rose partout quoi. Et mon monde candide peut-être, j'ai l'air candide, mais je suis un chat qui se transforme en lui en audience, c'est ça, non, non. Mais souvent Tes les gens clients sont te pas font des prêts. remarques? En général, c'est très positif, enfin des compliments, soit sur mes tenues, on n'a pas l'habitude de voir des avocats comme vous, mais sens positif, voilà. Je pense En que fait, eux, ils se posent pas la question, quoi. non, mais les gens, Bah non, ouais. je pense, j'ai l'impression que les gens, ils ont une image particulière de l'avocat ou je sais pas. Des fois, quand je découvre des questions d'étudiants, je suis mais what the fuck. Ouais, ouais, bah t'écris Je régulièrement là-dessus où tombe, t'es un peu, mais mais je enfin, suis, détendez-vous les oui. gens, quoi. Oh, moi, ça m'oppresse des fois toutes leurs questions. Je me suis jamais posé toutes ces questions moi-même, alors qu'il y avait déjà à mon époque le pénal c'est bouché, vous gagnerez pas d'argent, les charges. Et je voulais ce métier, peu m'importer. Jamais j'ai été demandé à un avocat, bonjour, vous gagnez combien? Bonjour, vous faites combien d'heures? Bonjour, est-ce que, enfin, et encore quand là, il y a des bonjours, mais, Ouais. mais je veux dire, je peux comprendre les inquiétudes, mais quand on veut quelque chose, on y va, peu importe les difficultés. Et je ne sais plus pourquoi j'en suis là, Non, non, mais je te mais, questionnais sur les retours que t'avais. mais Enfin, des positifs, ouais, franchement. Et puis ceux qui me suivent me disent que j'ai l'air vraiment investi, et je le suis dans mon métier, et voient que c'est pas parce que j'ai une personnalité qui peut être un peu décalée qui fait que je suis une mauvaise avocat. On peut, voilà, on peut être qui on veut et en étant avocat ou un autre métier. ouais. Je pense qu'il faut rester soi-même et pas vouloir se conformer à quelque chose qu'on n'est pas parce que la société le veut. Ouais. Alors pour un peu situer les auditeurs, parce que là on parle en filigrane de choses aussi qui relèvent de l'Instagram de Sandra, que je vous invite tous à suivre. Et en fait, donc tu as ton fil, mais en fait tu partages quand même principalement par le biais de tes stories. Et tu as un univers, je t'ai demandé l'autorisation de te citer dans ma formation sur le personal branding parce que je trouve que justement, tu as vraiment créé avec beaucoup de talent en fait ce entre guillemets personnage public qui est celui de ton Instagram et je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs que tu aies parlé de personnage, on va juste y revenir, mais et c'est vrai que ton univers de ma perception, je crois que je te l'avais mis quand je t'avais demandé ton autorisation, c'était avocate habitude, ça ressort, droit pénal et droit de la famille, le rose, passion rose, rose Barbie, un rose particulier. On n'est pas sur du fuchsia, on est vraiment sur du rose Barbie. Barbie avec qui arrive bientôt avec une robe, etc. Ah ouais, non mais j'ai vu que tu attendais ta Barbie avocate avec impatience. Et mais c'est pas une avocate Non, française, c'est un c'est même un magistrat, je pense. ouais, C'est parce votre que c'est une honneur, je collerette. pense. Ouais, bon, en tout cas une Barbie Voilà, justicière. une Barbie. Euh, Juste et comme vous le personnage. et tu mets en avant aussi ton amour de la mode. Tu mets une photo de ta tenue du jour tous les jours. Et puis dernière chose, ton amour pour la nourriture aussi, la gastronomie, la nourriture, le fait que tu aimes beaucoup cuisiner et manger. Et donc, ben voilà, ce que tu te cuisines, ce que tu manges, où est-ce que tu vas dîner au restaurant, tout ça. Enfin voilà, on voit vraiment ta passion pour la gastronomie et la nourriture. Et pour vous donner un peu une idée du rose, même si je pense vraiment, vraiment le mieux, c'est que vous alliez voir son. Mais globalement, tout est rose dans ton cabinet, quoi. Ton clavier, toutes les pochettes de tes Ouais. dossiers sont roses, La tes poubelle, stylos, ta tout. poubelle, tous tes accessoires de Ouais. bureau et de déco sont roses. Ton lave-vaisselle, non? Oui, mon lave-vaisselle est rose. Dans les toilettes, j'ai mis un petit trolley rose avec des trucs de filles parce que je me dis j'ai des stagiaires filles. Enfin, vraiment, je veux être vraiment dans cet esprit famille et un peu mince. Je ne trouve plus le mot. Ouais, familial, cosy, Mais sur accueillant. les entreprises, les startups, voilà. Ouais. Où j'ai mis, enfin, c'est quoi à dire sur ce podcast, mais des serviettes hygiéniques, enfin, du déo, des trucs de filles qui peuvent nous faire sentir mieux dans une Ouais. entreprise en disant oh, mais c'est trop bien là où je bosse, il y a de la bouffe à foison, mon frigo est rempli, il est en libre service pour eux. Enfin, c'est en tout, c'est tout un univers ouais, où on y est tout le temps. Je veux me sentir bien, que les personnes s'y sentent bien. Mais ouais, cet univers est particulier. Et je t'ai coupé, désolée. non, non, mais il n'y a pas de mal. J'ai essayé de donner un petit peu, Mais tout de est faire rose, entre voilà. guillemets un résumé de ça.
Et moi, je le dis et je le répète et cette formation sera l'occasion d'approfondir pour ceux qui le souhaitent, qui sera une formation en pure e-learning. Peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où je diffuse cette interview, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais en fait, les éléments qui fonctionnent en termes de marque personnelle, c'est le fait d'avoir quelques éléments bien identifiés que tu répètes en permanence et que tu ancres dans la mémoire des gens. Et toi, tu fais vraiment ça. Enfin, super. Enfin, moi, vraiment, je te connais et je t'ai identifié à travers, enfin, de manière indirecte à travers ces éléments, parce que bah, forcément, à force de voir. Et aujourd'hui, si on me demande un avocat à Béthune, enfin, ça n'est jamais arrivé encore, mais tu vois, si tout à l'heure on m'a demandé si je connaissais un avocat à Maubeuge, et tu vois, je me suis même demandé, tiens, c'est dans le Nord, et puis ensuite je me suis dit, non, c'est quand même un peu loin, donc tu vois, voilà, je vais pas parler de Sandra parce que c'est quand même un peu trop loin, Ouais, Maubeuge. un petit peu. Mais non, mais tu vois, mine de rien, ça ancre quelque chose. Et du coup, j'étais curieuse de savoir, tu vois, là, tu dis que t'as des confrères qui jasent sur ton Instagram et tout. Toi, et j'ai diffusé récemment l'interview de Laure-Alice Bouvier qui a un petit peu le même problème, qui est un faux problème, parce qu'il y en a plein d'autres pour lesquels, du coup, ça se passe vachement bien, ça lui rapporte des dossiers aussi, etc. Mais c'est aussi un problème du point de vue des confrères et du candidaton et de plein de trucs. Toi, c'est un Instagram que tu avais développé avant de devenir avocate et que tu as transformé aussi maintenant que tu es devenue avocate, ton Instagram comme avocate. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé après avoir prêté serment? Tu vois, comment ça a débuté cette aventure, entre guillemets, sur Instagram et la construction de ton Instagram? Alors, j'ai commencé en 2012. Donc, il y a longtemps. c'était lointain. Compte personnel, j'ai toujours aimé partager. Et je dirais que vraiment, ça s'est développé niveau pro, donc avocat, etc. Peut-être l'an passé, j'ai pris un essor. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. J'ai commencé à plus partager pro, mes journées, les gens aimaient, etc. Et en même temps, je pouvais pas me fractionner et faire un deuxième compte perso où je mettais la food, les tenues. Je me suis dit, enfin voilà, instinctive, naturelle. Donc, un seul compte. Voilà, je me dis peut-être qu'il y a des avocats qui en ont marre de voir ce que je mange. Mes tenues du jour, ça n'intéresse pas. Et les gens finalement restent. J'ai pas de désabonnement. J'en ai pas. J'ai certaines personnes qui me disent, je suis pas dans le droit, mais j'adore regarder ce que tu dis. J'apprends des choses sur le métier. Limite, ça me donne envie de retourner en cours. Donc, j'en ai d'autres, même des consoeurs des confrères qui réagissent sur la food ou sur les tenues du jour. Il y en a qui me disent, j'attends la tenue du jour. Des fois, quand je la mets pas, on me dit, mais Oui, elle c'est est... ce que dit Laure-Alice aussi. Elle est où la tenue du jour? J'avais pas le temps. C'est vraiment moche ce matin, c'est claqué. Donc, la décence fait que je ne voulais pas vous montrer. Mais voilà. Et des fois, je me dis, ou je parle toute seule, ou je me dis, bon, ça doit les faire chier, ou j'ai pas de retour. J'attends pas forcément de retour, mais c'est un partage, ou des fois, voilà, je me dis, est-ce que c'est utile de partager? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta tenue, ou de ce que tu manges, ou même de ta journée? Enfin, voilà. Est-ce que c'est encore un partage, ou est-ce que là, en ce moment, je me dis, est-ce que c'est pas par obligation, cette habitude? Voilà. Des fois, je me dis, là, je m'habille comment? Est-ce que s'ils ont déjà vu? Non, mais ça va loin. Ouais. Et je me dis, est-ce que je m'habille pour moi ou je m'habille pour eux? Ouais. Et en ce moment, je m'interroge sur comment je partage, si ça me fait encore du bien et si ça intéresse encore. Voilà, je me le dis. Donc, justement, le fait que tu t'interroges sur comment tu partages, comment tu utilises ce réseau, est-ce que ça te fait encore du bien? Il y a eu un élément un peu particulier qui t'a fait rentrer, entre guillemets, en crise, ou est-ce que non, c'est juste qu'à un moment, justement, un jour, tu t'es levé le matin et tu t'es habillé, tu t'es dit, en fait, là, est-ce que je m'habille pour Instagram ou est-ce que je m'habille pour moi? Et donc, qu'est-ce que j'en fais pour demain, quoi? Tu vois, quelle est la dynamique de cette réflexion actuelle, justement, sur ce que tu partages, comment, pourquoi, voilà. Des fois, quand j'ai pas de retour, quand t'as un nombre d'abonnés, t'as pas de retour, et j'en attends pas, mais je veux dire, c'est un échange, je dis, bon, c'est que ça fait vraiment chier les gens. Donc, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que moi, ça me fait plaisir encore de faire ça, vu que ça prend quand même un temps? Et sur les tenues, par exemple, je dis, ça, non, j'ai déjà mis, ou ça fera pas beau, mais j'aime bien, mais est-ce que ça plaît? Et là, j'oublie un peu ma personnalité en me disant, fais ce que t'aimes, en fait. Ouais, voilà. Comme t'as envie de ta vie. Voilà, et puis, t'as envie d'être en jean. Ouais, voilà. Vu que les gens, ils aiment les tenues un peu colorées que j'ai, les couleurs. Des fois, j'ai juste envie de mettre un truc moche, un truc sans intérêt.
et je me dis bon, et si je prends pas ma photo, est-ce que c'est grave? Là en ce moment j'en suis là. Ou si des fois je pense à une chose et mon copain me dit mais tu penses à quoi? Je lui dis à la story je vais mettre, c'est pas normal. Trop de réseaux sociaux, voilà, j'en suis là de ma réflexion en ce moment. Voilà, ça va changer. Je suis peut-être un petit peu lassée de ce réseau, je ne sais pas. Je pense que je dois évoluer. Je pense que c'est moi aussi, peut-être sur les vidéos. Voilà, j'ai des idées, etc. Mais j'ai pas le temps, ou je prends pas le temps. Tout à l'heure que tu pensais à des vidéos plus juridiques, des choses oui, plus sur l'exercice. Désacraliser le droit, faire des petits points, parce que finalement, parfois l'écrit, soit c'est chiant à lire, hein, on va pas se mentir, ça peut être lourd, et passer à un autre format. Voilà, c'est une autre forme de communication. Où je pense aussi, voilà, mais peut-être donner pas des cours, mais intervenir peut-être des fois dans des masters sur un thème, sur l'exercice pro, sur quelque chose, apporter autre chose. Voilà, j'ai besoin d'autre chose. Je pense. Ben, c'est dans cette formation justement sur le personal branding, je leur dis que l'identité c'est quelque chose à la fois en construction et en devenir, et que donc se poser la question de comment on se présente aux gens, et de ce qu'on fait et de ce qu'on veut qu'il soit retenu de soi, etc., etc. C'est une réflexion de marque personnelle, de personal branding, et qui ensuite se reflète sur la manière dont tu l'extériorises à travers tes différents modes de communication, que ce soit ton site internet, ton réseau social, mais aussi juste la manière dont tu te pitches quand tu rencontres quelqu'un. Bonjour, je suis Sandra Abonné, je suis avocate, c'est une forme de présentation, tu vois. Et donc effectivement, à partir du moment où tu rentres dans une phase de réflexion sur ton ça, en fait, est-ce que ça me convient? Est-ce que l'image que je renvoie me convient? Est-ce que moi je suis à l'aise avec ce que je fais? Est-ce que tout ça, c'est structurel, mais ça arrive tout le temps. Et justement, tu vois, tu dis là, en fait, il y a beaucoup d'a priori sur la superficialité entre guillemets des réseaux sociaux, et de justement cette utilisation, tout ça. Et là, moi, je t'entends avoir plutôt une réflexion finalement assez aboutie, quoi, sur ce que comment tu partages, ce que tu as envie de continuer à partager, une autocritique aussi mais attends, est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'en arriver à ce niveau de considération là par rapport à certaines choses et tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on te renvoie beaucoup? Est-ce que tu vois ton regard aussi, toi, sur cette utilisation et sur cette phase de questionnement que tu traverses, est-ce que c'est aussi lié à ça, à peut-être une envie de te faire connaître autrement, avec un autre regard sur toi? Alors, j'ai pas forcément de réflexion négative, au moins pas frontale. Pas frontale. Je pense que j'ai été agacée dernièrement par toutes les questions. Les étudiants, là, qui ont été intrusifs. Voilà, ça m'a vraiment agacée. Il y a un soir, j'ai coupé, ça m'a fait tellement de bien d'être loin de tout ça, où j'avais l'impression soit d'être une SDF, soit d'être une anti-très hautaine. Voilà, ce qui n'était pas du tout, dans les deux cas, pas l'image que je souhaitais renvoyer. J'ai eu beaucoup de messages bienveillants aussi d'étudiants qui m'ont confortée dans le fait que ce que je voulais renvoyer, ce que je voulais partager sur le métier, voilà, j'étais sur la bonne voie. Donc voilà, et ça, en soi, j'en doutais pas trop, mais quand on se prend plein de questions, plein de réflexions, c'est des fois, voilà, on est qu'humain, ça peut toucher. C'est pas parce qu'on est derrière un réseau que ça ne fait pas mal. Les gens oublient des fois aussi tout ça. Mais j'en perds la question. Non, c'était un peu une réflexion globale, mais moi ma question était assez mal formulée. Voilà, je pense que j'ai besoin peut-être d'évoluer. Alors, je dirais pas que j'ai besoin qu'on me prenne plus au sérieux sur d'autres choses, vu que je suis rigoureuse et sérieuse dans mon métier, mais je pense non, c'est juste une évolution de ma personne, de comment je veux partager. Voilà, je pense que j'abandonnerai pas ce mode-là, mais peut-être réduire, me mettre moins de pression aussi sur vas-y, là tu postes, ce que tu publies, machin. Voilà, sur ça, que ce soit un plaisir et pas une obligation. Des fois, je le sens comme ça, et alors même si la vie des gens, que ce soit non pas que je m'en fiche, mais les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça voilà, peu m'importe, mais comment est-ce que c'est encore utile de partager comme ça? Est-ce que ça leur apporte quelque chose sur le métier, sur, je sais pas, je ne sais pas. Vu que des fois, et quand t'as pas de réponse aussi, quand t'as pas de retour, même si t'en cherches pas,
J'aimerais savoir comment c'est perçu, Ouais. si ça les aide, enfin, je ne sais pas. Ben, c'est Je suis en total questionnement, là, je suis perdue. non, mais c'est un vrai sujet. Moi, parfois, je me demande si j'ai envie de continuer à partager sur Instagram. Je partage beaucoup moins que toi sur Instagram. Je suis beaucoup moins assidue. J'ai un fil qui est alimenté un peu automatiquement, mais il n'y a pas grand-chose de personnel dessus. C'est vraiment une vitrine de certains travaux de Fleur d'avocat. Et en story, je suis très irrégulière. Parfois, je publie beaucoup et puis parfois, j'arrête tout. Euh, je pense que je préfère le format de la newsletter, je préfère le format interview, je préfère même LinkedIn. En fait, je préfère les formats très écrits plutôt que Instagram qui se prête quand même beaucoup plus à l'image, même en story, tu vois. Et donc voilà, parfois ça me fait me questionner. Et c'est vrai que je te rejoins sur l'aspect, ben, quand tu partages des choses, ça change la donne en fait quand t'as des personnes qui interagissent, parce que mine de rien, c'est quand même des supports d'interaction. Et si t'as pas l'impression que ça t'amène les interactions que tu veux avoir avec les gens, effectivement, ça amène une réflexion plus structurelle sur ce que tu partages pour avoir les réflexions que tu veux, les interactions que tu veux susciter toi en retour, en termes de qualité, en termes de personnes avec qui tu interagis, en termes de plein de choses, quoi. T'as beaucoup de clients qui viennent d'Instagram? Non, pas du tout. Très peu. Déjà, si un client me suit ou me trouve après, je bloque. Voilà. Ah ouais? Ah, tu sépares vraiment. Oui, je veux pas. Enfin, non, je préfère pas. Je préfère pas. Il y a quand même du perso, même si j'ai fait le choix d'être en compte public, je tiens quand même pas à ce qui est mes clients. Ouais. Après, ceux qui me suivent depuis un temps, qui après me disent, je veux te confier mes intérêts. Voilà. Alors c'est peut-être contradictoire, je sais pas, mais moi je le perçois comme ça. Sinon, j'ai l'impression qu'on m'a traqué sur les réseaux, qu'on me cherche et que c'est malsain, voilà, de voir ce que fait ton avocat. Moi, je vais pas aller voir mon boulanger ce qu'il fait, quoi. Voilà. Après, oui, j'ai fait le choix d'être public, ce qui peut être contradictoire, mais non, je veux pas que mes clients me suivent. En plus, bon, je peux avoir des clients particuliers. T'imagines, toi, les clients, ils sont en détention, ils te suivent. Non, mais voilà. Non, mais c'est des questions. Enfin, c'est hyper intéressant de les aborder. Hein. Après, je peux pas vérifier qui est qui, hein, au bout d'un moment, pseudo, mais tu peux difficilement. Voilà. Mais en principe, je n'ai pas de clients qui sont venus me chercher après. Voilà. Et donc, j'ai très peu de dossiers d'Instagram, ou alors je te dis, on me suit avant, on échange, elles me suivent, elles like, et après, bah voilà, j'ai un problème, j'aimerais te confier mes intérêts parce que, voilà, je vois que t'es et ça arrive souvent. Mais très peu, franchement, non, très peu. Ouais, non, mais c'est une question. Enfin, tu vois, je sais que Laure Alice, elle a quand même beaucoup de. C'est un autre level aussi. C'est un autre level, mais et puis c'est le barreau de Paris, et puis elle fait aussi du droit des affaires, donc il y a un côté moins territorial aussi de ce point de vue-là et tout, mais quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a pas de raison. Donc c'est pour ça que je suis curieuse. Je pense que c'est aussi lié au fait que tu n'alimentes pas trop le fait que tes clients te suivent sur Instagram et donc potentiellement que tu sois suivi aussi par l'entourage de tes clients qui du coup te découvriraient comme ça, etc. Enfin, tu vois, genre, peut-être que ça vient aussi un petit peu bloquer une certaine partie et par des consoeurs ou des confrères qui te suivent via Instagram et qui t'envoient des dossiers ou ça pas trop non plus. Bah en même temps tu demandes pas, donc tu peux pas savoir. Ouais, non, je pense pas. Après, s'il y a de la postulation, forcément après tu te fais des copines entre guillemets, on se suit, je suis leur journée, elles suivent les miennes. Si j'avais besoin d'une postulation, j'irais forcément vers elles. Donc, mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir de dossier en général. Je pense que on suit aussi, j'ai aussi, les mêmes domaines, donc on est sur de la prox aussi. Je pense pas. C'était pur. Et dernière question à ce sujet-là, tu parlais tout à l'heure de personnages, ce qui implique une certaine forme de distanciation par rapport au toi. Comment tu vis ça, le fait d'avoir créé entre guillemets un personnage? Ce qui est drôle, c'est vrai que j'utilise ce mot pour me mettre à distance et en même temps, je le disais, je pense à mes stagiaires, vu que je sais qu'il y a des amis de l'une d'elles, de Camille, qui ont demandé est-ce qu'elle est réellement comme ça, Sandra en vrai, et je le suis. Donc c'est un personnage, je mets à distance et en même temps c'est moi, donc j'arrive pas à dire personne parce que si c'est ça, c'est moi, mais j'utilise le mot personnage parce que j'ai l'impression que c'est décalé un petit peu, donc c'est moi et une autre personne, c'est très difficile à dire. Je pense que j'ai besoin d'une grosse psychothérapie. Non, mais moi je te suis, moi je te comprends complètement. Tu vois, en fait, il y a une légère caricature de soi. Oui, des fois j'augmente.
je vais forcément, oh là, il y a du rose. Est-ce que je l'aurais pris? Ça devient une blague avec toi-même, en fait. Voilà, un peu comme moi et les imprimés léopards, en fait. Je me fais rire. Ça me fait rire et je trouve ça trop drôle et génial et j'y vais. Donc, plus il y a de rose, plus ça m'éclate, plus c'est décalé, plus ça m'éclate. Là, je vais me refaire tatouer, ça va m'éclater. Ce sera un truc, mais totalement à l'ouest, normalement. Et plus ça se voit, mieux ce sera. Ouais. Donc, oui, j'augmente certains traits, je pense. Parce qu'entre guillemets, oui, j'ai peut-être créé ce personnage et en même temps, c'est moi. Dans tous les cas, je pense que je l'aurais fait, mais je vais peut-être augmenter certaines choses. Ouais. Okay. Ça me fait rire. Écoute, on a fait un bon tour. Qu'est-ce que tu te souhaites pour demain? À moi? Ouais. Qu'est-ce que je me souhaite? Je sais pas, de continuer à être moi-même, je pense. De partager toujours avec passion, voilà, dans ce moment un peu creux. Honnêtement, je vis vraiment au jour le jour et je pense que, et à moi et à tous, c'est de penser à soi. Voilà, de prendre du temps pour soi, c'est ce que je dis. Je pense que c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre de cette organisation que j'arrive à faire entre pro et perso, c'est penser à soi parce que quand on arrive à ce stade-là, à moi, de penser à moi, de me prendre du temps, c'est forcément qu'il y a eu des choses difficiles que voilà, je vais pas exposer là. Ouais. Mais quand on sait que la personne la plus importante pour soi, c'est soi-même, avant d'être bien avec les autres, on comprend. Et voilà, à moi et aux autres, c'est voilà, toujours de penser à soi, c'est pas égoïste. C'est faire bien avec soi. Ouais. Continuer sur cette lancée-là et avoir des bonnes personnes autour de soi aussi, bienveillantes. Et quelle est ta dernière joie, Sandra? Ma dernière joie. Ma dernière joie, c'est manger. C'était mais c'est cohérent, c'est tout à fait cohérent. Non, vraiment, manger, je peux m'extasier sur un repas, vraiment. Des émotions sur un très bon gastro, ou même un petit truc, hein, même hors gastro. Ça fait vraiment beaucoup de joie, moi. Et donc, t'as mangé quoi ce midi que t'as procuré? J'ai mangé de la viande maturée, une de mes passions, chuck flap avec des frites, et puis voilà, plein de mayonnaise, parce que voilà, je suis une fille du Nord, donc des frites, la mayo, et les viandes maturées, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu portes sur ta robe? Sous ma robe d'avocat? Bah, c'est toi qui vois. Il y en a qui m'ont dit sous leur robe pas d'avocat et il y en a d'autres qui m'ont dit sous leur robe d'avocat. Donc, c'est surprenant comme question. Sur ça, j'avoue, je suis assez pudique, mais en général, j'essaie d'être adulte et de coordonner ce qu'il y a sous ma robe. Je suis devenue adulte. Voilà. Et sinon, sous mes robes, en général, les tenues des fois les plus improbables, colorées, quelque chose qui m'ennuie pas. Okay. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi.